Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Et oui, tentative de passage de Roll, ça y est. Ah, il se tente d'accrocher. C'était prévisible. Et Prost est champion du monde s'ils ne réussissent pas. Voilà, à repartir. Voilà, c'est là où il veut y aller. Il y va. Et il passe. Et il se touche. Et il s'accroche. Et merde. Okay, Lewis, it's hammer time. Accélère. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. It is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together? On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait 2 fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Barbecue Sport Club. Eh bien j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de se retrouver encore une fois. On vous remercie de nous suivre et de nous écouter, enfin voilà, la saison 2025 est terminée. C'était une saison qui était beaucoup plus palpitante en fait que ce qu'on aurait pu penser à mi-saison. Et on s'est dit chez Barbecue F1, parce qu'on est évidemment le meilleur barbecue de Barbecue Sport Club, contrairement à ce que raconte un certain Bilal Rugbix du barbecue rugby justement, et bien on s'est dit qu'on allait faire une émission pour reparler de tout ça, pour faire le bilan, rallumer les braises de nos grands débats. Zak Brown est-il le vrai papa de Lando Norris? Si Alpine ne fonctionne pas, c'est à cause des méchants anglais. Chez Ferrari, Vasseur, il est toujours pas arrivé à dégraisser le mammouth italien, etc., etc. En tout cas, autour de moi, Jacques Lafritte, pour parler de cela et de plein d'autres choses, évidemment, on retrouve Suzanne Lou, le retour, qui n'avait pas pu être présente pour l'émission du dernier Grand Prix. Comment ça va, Suzanne? J'ai raté le meilleur barbecue F1 de l'année, mais j'espère que le récap annuel sera encore meilleur. Ah, c'est gentil. On a aussi Lance Niol, qui a pas son écran aux couleurs du PSG, mais qui a encore un titre à fêter. Ça n'arrête pas du côté du PSG. Exactement. 6 comme, en fait, j'allais dire des titres de champion du monde, mais non, même pas. Mais ouais, ça va. On savoure, on n'est pas rassasié, on en veut encore. Mais d'ailleurs, on est tellement catapulté, c'est que je ne savais pas d'ailleurs si le 6, c'est la 6e journée de la Conference League qui joue sa dernière journée ce soir. Oula. Strasbourg joue en ce moment. Et tout le monde n'avait zappé qu'il y avait de la Conference League ce soir. Alors, je t'avoue donc c'est bon. que j'avais pas trop suivi non plus. J'étais pas au fait de Strasbourg. Après, faudrait que j'envisage d'aller voir un match à Strasbourg. Je suis allé voir jouer Metz, mais à Strasbourg, ça serait cool. Qui joue donc à la Méno contre Breiðablik, un club islandais. Après, on n'est pas obligé de tout savoir, hein, Lance, hein. Franchement, on a déjà beaucoup de trucs à discuter. On va y aller mollo. Avec nous aussi, Charles Carrefour. Charles Carrefour, pas de néon, ou alors un néon plutôt Aston Martin pour ce soir. Là, je sais pas ce qui se passe. Enfin, en tout cas, tu vas nous en parler. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ouais, ça va bien. Je suis pressé d'avoir toutes les rumeurs entre guillemets de début de saison sur cette équipe avance bien, cette équipe n'avance pas bien, le moteur ça va pas, le moteur ça va bien. J'aime bien cette période un peu où ça rôtise un peu la saison qui arrive, c'est cool. Il y a pas mal d'évolutions effectivement. Après, je sais que Lance Niol ça fait depuis des mois qu'il a des grosses infos sur le moteur Mercedes. C'est pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il essaie de nous revendre. Des actions. Voilà, c'est ça. J'allais dire que tu essaies de nous faire acheter des actions, mais on verra bien. Et puis avec nous Takuma qui aura peut-être et probablement des théories du complot à nous suggérer. On verra. Comment vas-tu, Takuma? Alors, ça va très bien. Très heureux d'être là pour ce bilan. Moi, je savais qu'il y avait de la Conference League puisqu'Aberdeen perd 2-0 sur le terrain du Sparta Prague. Pour nos amoureux de foot, voilà, vous le saurez. Et sinon, j'aimerais adresser un message à Monsieur Niol ici présent. Il est toujours attendu au barbecue basket d'hier. Il était censé peut-être passer, même pas un message. Et j'avoue, j'ai commencé à vous Ça règle écouter. ses comptes comme ça, quoi. J'ai commencé à vous écouter, il était toujours pas arrivé, mais j'ai pas, l'émission dure 1h30, je crois que j'étais à 20 minutes. Disons que je me suis connecté sur le YouTube, j'ai vu que vous avez déjà commencé depuis 45 minutes, que vous étiez 4. Je me suis dit, bon,
ça sert Ah pas non. forcément à grand chose. C'était Parce que- une petite pique sans méchanceté, genre c'est ce qu'on s'est dit. Mais on c'est s'est vrai. dit que- Mais c'est vrai. Non, mais Tu as tout c'est. à fait raison. Ouais, moi, tu réservais peut-être ton énergie pour le barbecue F1. En tout cas, ouais, pour rappeler aussi que chez Barbecue Sport Club, il y a différents sports qui sont abordés et il y a, ça faisait quelques temps qu'ils n'avaient pas fait d'émission, mais le barbecue rugby s'est rallumé, est revenu récemment et puis barbecue basket, il faut écouter, il y a des bons participants, c'est cool. Eh ben, on a décidé de faire ce bilan écurie par écurie. On va commencer par l'écurie championne, c'est-à-dire McLaren avec championne constructeur et championne pilote en la personne de Lando Norris. Ils ont fait un super début de saison. Je connais pas. Non, pardon, Lando Norris, je sais pas si t'es au courant, c'est le gars qui est... Enfin bon, voilà. Très bon début de saison, ça a été un petit peu plus compliqué par la suite. Il y a eu ces histoires de papaya rolls qui ont été pour certains décriés, pour d'autres c'était peut-être un peu chevaleresque, je n'en sais rien. Pas mal de choses à dire, y compris au sein de l'écurie, sur la gestion de leur pilote phare à l'origine, Lando Norris, et puis depuis l'arrivée de Piastri, on s'est rendu compte que c'était un gars solide et que ça avait été difficile pour Alpine de le perdre. Après, il y a toujours le débat, est-ce que, vu la fin de saison de Verstappen, est-ce que ce titre de champion pour Lando Norris, il est mérité? On en a déjà parlé sur l'émission précédente. Je vais commencer par Charles. Qu'est-ce que, voilà, une saison pour McLaren, comment tu la vois, hein? T'es pas forcément obligé de donner beaucoup de détails, mais au final, voilà, ils sont champions sur tous les tableaux. Est-ce que c'est une sacrée performance? Comment tu vois le truc? Ce qui est cool, c'est que déjà en début de saison, ils ont entre guillemets confirmé la forme qu'ils avaient en fin 2024. Donc ils ont réussi à quand même sortir une meilleure voiture que 2024 et qui devenait qui était la meilleure voiture en fin d'année. Donc ils confirment tout ça. Même ils confirment tellement qu'on se dit que on va retrouver une saison un peu 2023 où en fait ça va être eux qui vont rouler sur la Formule 1. Et ce qui s'est passé quand même dans les premiers Grands Prix. Par contre, le duel Oscar Piastri et Norris était quand même attendu. Norris, ça faisait septième saison, quand même un peu maintenant. Enfin, on connaissait toutes ses qualités. Et Piastri, multiple champion de catégorie précédente, très prometteur, qui, ça y est, a fait ses marques chez McLaren, donc maintenant doit performer. Et il a performé, donc. Je pense que McLaren a quand même un des duos de pilotes peut-être les plus performants de la grille quand on y regarde, parce que au final ils ont quand même, les deux ont quasiment très bien performé comme ils pouvaient performer. En tout cas jusqu'en juillet ça se valait. Ok. C'est pas la voiture. C'est pas la voiture qui avait un autopilote assez perfectionné. La voiture, hein, par contre, même les upgrades ou les updates ont permis d'asseoir toujours un peu plus, ou en tout cas d'avoir toujours la voiture qu'il fallait au bon moment, quoi. Okay. Il laisse pas grand chose en début de saison, ça c'est okay. On va laisser le micro à Takuma. Je vois quand même que tu as un casque orange. Je suis très très attentif aux détails. Je me dis qu'il y a peut-être un signe. Ah non, vous savez très bien que je porte pas dans mon cœur. C'est pas McLaren que je porte pas dans mon cœur, parce que j'ai beaucoup de respect pour l'histoire de l'écurie. C'est plutôt le dirigeant principal, qui est Zak Brown, que je ne porte vraiment pas dans mon cœur, pour ne pas dire que je l'exècre. Et cette saison n'a fait que confirmer le fait que je ne le porte pas dans mon cœur. Sa communication est désastreuse. Ses choix qui n'en sont pas sont désastreux. Moi, ça me laisse une fin de saison où je suis dégoûté de voir Norris gagner, alors qu'en soi, j'ai rien contre Lando Norris. Je trouve que c'est un bon pilote. Il me semble plutôt sympathique quand on le voit. Il avait fait sa chaîne YouTube Quadrant avec Arava et d'autres créateurs de contenu sur la Formule 1 en Grande-Bretagne. Il était plutôt marrant, j'aimais bien la dynamique qu'il avait. Donc en soi, j'ai rien contre Norris, mais en fait, ce qui s'est passé cette saison m'a fait détester un peu Norris et beaucoup plus Brown par leurs actions pour favoriser Norris, même s'ils ont décrété que non, pas de favori, bien sûr, alors qu'on a tous vu ce qui s'était passé. Et en fait, j'ai détesté cette espèce de discours de façade qui n'était pas tenu derrière, et
Et du coup, après, McLaren s'est fait peur. Et pour moi, ça montre aussi des immenses défaillances dans cette écurie parce que tu dois pas te faire peur à ce point-là quand t'as une voiture qui domine normalement autant. Et je pense que c'est aussi ce qui va ressortir de la saison, c'est que d'accord, ils sont champions du monde constructeurs avec 7000 points d'avance, très bien. Mais normalement, tu devrais avoir des pilotes qui sont comme Mercedes à l'époque, avec les deux qui sont largement au-dessus au classement pilote parce qu'ils surdominent et derrière ça se bat pour des miettes. Là, au final, tu gagnes le titre pour 2 points. Tu gagnes le titre pour 2 points parce que Verstappen malgré la fin de saison où il fait 2, 4, 6, 8, il fait 11 podiums de suite. Très bien. Il fait 6 victoires sur les 11 dernières courses, ça c'est n'importe quoi. Tu peux pas être satisfait amplement de ça. Alors certes, t'as ton but, tu donnes à Norris son titre, bravo, mais Piastri, il se fait voler entre guillemets alors qu'il fait un début de saison où Norris est inexistant, et t'as Verstappen qui est dans la nuque de Norris alors qu'il devrait être bien plus loin. Donc il n'y a pas que des satisfactions chez McLaren et je sais pas comment ils vont gérer l'intersaison, qu'est-ce qu'ils vont faire pour rester au niveau parce qu'ils vont être attendus. Donc ça va être aussi intéressant de voir comment ils vont gérer l'an prochain. Ok, alors c'est vrai qu'ils avaient fabriqué en fait une sacrée voiture, chose qu'on a pu vraiment voir sur toute la première partie de saison. Et puis sur la fin, sur la toute fin, on peut imaginer quand même que c'est un petit peu coincé. Notamment, il y avait ce Grand Prix de Las Vegas où les deux voitures ont été disqualifiées. Au niveau des pilotes, on voyait que mentalement c'était compliqué. Peut-être des choix stratégiques aussi, on l'a vu au Qatar. Suzanne, est-ce que tu partages ce goût un peu mi-figue, mi-raisin qu'a évoqué Takuma, sachant que moi, par rapport à ce qu'ils ont été capables de faire au niveau ingénierie sur 2025, on peut se dire que après c'est un changement de réglementation, mais ils avaient quand même bien performé de ce côté-là. Donc pour 2026, on peut se dire que ils ont la matière cérébrale disponible. Bah, t'annonces très bien le propos que je voulais tenir. C'est que j'ai l'impression que effectivement il y a une réussite technique évidente, surtout quand on se rappelle d'où il partait il y a encore 3 saisons. Donc les équipes techniques, les équipes d'ingénierie, on voit que ça a fonctionné, qu'il y a une très belle dynamique, et ça n'a pas suivi managérialement parlant. Et c'est là qu'on voit des échecs. Sans approfondir forcément plus, puisque Takuma et Charles l'ont bien dit avant moi, mais on voit l'échec de l'humain en dehors du process industriel. Et dans la gestion de la stratégie, dans la gestion des pilotes, dans la gestion de la communication, que je pense qu'ils n'ont pas maîtrisé, mais leur communication externe rejaillit nécessairement en interne. Je sais que les sportifs de haut niveau forcément ont un mental d'acier, sont capables de se blinder, mais quand tu vois ce qui devrait être ta première année titrable, ta cote de popularité baisser au fur et à mesure pour quelque chose dont Lando Norris, en soi, il a rien fait de pas sympathique, et il a vu sa cote de popularité s'effondrer. Piastri, il a vu son image écornée, finalement il a plus le mood, mais en fait il est lésé. Enfin, tout ça, les problèmes de com de McLaren avec on affiche les papaya roses, pas de favoritisme, alors que clairement le discours est en décalage avec la réalité. Ça a nécessairement, je pense, un impact sur les équipes, que ce soit les pilotes ou les équipes mécaniques à l'usine et sur le Grand Prix. Et tout ça montre que t'as beau détenir un super process industriel avec une chaîne d'ingénierie parfaite, ça ne suffit pas. Tu ne peux pas avoir qu'un bon produit. Et t'as toutes les fonctions qu'on appelle parfois non productives dans ces milieux-là. Les gars de bureau qui prennent la machine à café. Ouais, voilà, les gars de bureau. Et ben, en fait, ça compte dans une victoire finale. Et ce qui est dommage, c'est que ce qui aurait dû être la réussite finale de McLaren, incontestable, est un peu entaché. Le premier titre de Lando Norris est entaché, je trouve. C'est pas une belle victoire, alors qu'en fait, il a quand même aligné énormément de choses cette année et qu'il a pas à en rougir. La victoire de McLaren,
on en voit plus les fragilités que les réussites, parce qu'aussi il y a eu ce mouvement descendant, c'est-à-dire que Verstappen, tu avais envie d'y croire, il part nulle part en début de saison, il progresse, donc forcément ça crée de l'émulation. Quand c'est le sens inverse, tu restes toujours sur un petit goût amer. Mais voilà, moi j'en retiendrai. J'aime à dire que la F1 c'est sans doute une très bonne école managériale. Et je pense que le cas McLaren, dans une autre thématique que le cas Alpine, qui est un exemple à lui tout seul, mais le cas McLaren est intéressant parce que, alors qu'ils alignent tout, Oui. et ben ça fait un peu souffler à la fin, et parce qu'il y a des défaillances certaines sur certains plans plutôt organisationnels, managériels et communicationnels, à mon sens. Ok. Je vais poser la question à Lens. Au final, il y a eu ce duel de pilotes quand même qui a animé McLaren et qui a justement fait qu'ils ont dû un peu définir leur papaya rules. C'était un peu la salade de fruits. Piastri, on a eu l'impression que c'est toujours à chaque fois, est-ce que la voiture de Piastri ils l'ont pas trafiqué, qu'est-ce qui se passe? Zach Brown il fait beaucoup de câlins à Lando Norris, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu penses que dans cette hiérarchie, au final, c'est Lando le champion, mais est-ce que au final Piastri l'année prochaine, s'il refait le même début de saison, est-ce que comment ça va se passer vis-à-vis de son partenaire qui est champion du monde? Comment tu vois les choses, toi, de ta fenêtre, qui a quand même pas mal d'infos sur le futur de la F1? Je suis dans le turfu. Non, après, je pense que dans n'importe quelle écurie, vu que maintenant il y a un des deux pilotes qui est champion du monde, c'est lui que tu favorises. Et heureusement pour McLaren, c'est leur préféré. Donc dans un sens, c'est pas mal. Ça serait presque plus sur l'avenir. L'année prochaine, peut-être que tu auras encore un pilote privilégié, mais avec la nouvelle réglementation, on met souvent une piécette sur le fait que le moteur McLaren, avec sa boîte de vitesse, ça sera celui qui est devant, parce que ça l'était avant, mais est-ce que ça sera toujours le cas? Finalement, on n'en sait pas plus, on le sait pas vraiment. À l'ère avant, ils ont dominé parce que le moteur, ils avaient mis des années avant à le préparer, et donc finalement, au jour où ça arrive, ils ont déjà un écart monstrueux que jamais personne n'a pu combler. Là, est-ce que c'est déjà la même chose l'année prochaine? Est-ce que la Red Bull, en étant son propre motoriste, va réussir à faire quelque chose? Est-ce que toutes les écuries, on parlera d'Alpine plus tard, est-ce qu'avec un moteur Mercedes... Non, Alpine, excuse-moi, c'est pour ceux qui nous écoutent. Alpine, c'est Alpine avec prononcé à l'anglaise. Hein. Oui, parce que Alpine maintenant est une écurie anglaise pour moi, donc et c'est un gros mot. Donc voilà, c'est à voir vraiment comment ils vont pouvoir manager. Mais si à la place de Zach Brown, t'as un Briatore ou même un Christian Horner, je pense que la question se pose même pas. T'as un champion du monde, c'est donc lui qui part devant. Et donc là, pour le coup, je serais pas chafouin à avoir Lando Norris privilégié dans l'écurie. D'ailleurs, ça pourrait même lui amener peut-être une certaine pas charisme ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment un pilote à part, mais tout du moins à légitimer son premier titre s'il en obtient un deuxième. Peut-être que on se dira il a eu deux points, mais il est capable de faire un back-to-back, et donc au final forcément, ouais. C'était pas un titre par défaut. En plus, avec une nouvelle réglementation, là, ça pourrait venir que c'est pas juste la voiture qui était ultra performante, et comme on dit, si t'avais mis Isaac Hadjar ou Bortoleto dans la voiture, ils auraient été champions du monde. Comme parfois on a cru que ça a pu arriver un peu dans le passé, où finalement oui, tu mets un bon pilote dans la meilleure voiture, il est champion du monde. Tu mets le meilleur pilote dans un mulet, forcément le mec il se bat. Après dans midfield. C'est l'éternel débat de la Formule 1, oui ça. C'est comme ceux qui contestent la dominance d'Hamilton disent de toute façon le gars il avait c'était la voiture, et puis d'autres ils disent le pilote. Enfin bref. Après, c'est la rencontre d'une voiture et de son pilote. Max Verstappen, 2023,
Combien? C'est 17 victoires sur la saison. Donc à un moment, c'est le meilleur pilote dans la meilleure voiture. On va dire qu'il écrase tout. Et c'est finalement c'est peut-être pas juste un coup de ce qu'on chance. reproche. C'est pas juste un coup de Voilà. chance, c'est ça que tu veux dire. C'est peut-être ce qu'on reproche finalement à McLaren, c'est d'avoir eu. Alors il y a certains qui disent pas forcément la meilleure voiture, mais tout du moins la voiture la plus équilibrée et performante sur quasiment tous les circuits, modulo un ou deux par-ci par-là, où la Red Bull a pu être meilleure. Mais dans les faits, t'avais des bons pilotes dans la meilleure voiture et ça a suffi. D'ailleurs, les deux se sont battus jusqu'au bout avec, bien sûr, comme les copines et copines Après- avant, ils l'ont dit, c'est avec un certain choix, même si l'écurie s'en défend. Ça sera difficile de faire changer, je pense, dans l'esprit des gens que Piastri s'est fait avoir. Et je pense que même si on n'a aucune preuve que les Papaya Rules étaient plus à l'avantage de l'un que de l'autre, toujours pareil, ne pas confondre, comme j'ai pu l'entendre, équité et équilibre. Ce sont deux termes différents. Tu peux mettre des règles équitables, mais tu n'avais pas forcément l'impression que l'équilibre était respecté. Équité, Donc, équilibre, égalité, bonne chance, tout ça, c'est pas ça. pareil. Bonne chance, Mais c'est un peu bonne pareil. chance à McLaren. Bonne chance à McLaren l'année prochaine. D'ailleurs, McLaren, ils sont motorisés Mercedes, ouais. Donc voilà, donc à l'arrivée, si l'aéro, parce qu'en plus l'aéro, on parle surtout du moteur, mais avec la suppression du DRS et finalement l'aéro active sur l'aileron avant et l'aileron arrière, où il y aura forcément peut-être des problèmes mécaniques sur le début, parce que quand on voit certains systèmes avec par exemple la Mercedes où c'est des espèces de gros tubes qui viennent alimenter, je pense que ça va être miniaturisé parce que niveau aéro, je pense que les mecs doivent s'arracher les cheveux. Mais voilà, donc il y a plein de petits paramètres d'ici ou là qui rebattront peut-être les cartes et Bah, peut-être qu'on forcément. fêtera un titre de champion du monde de Sainz ou d'Albon l'année prochaine. J'ai cru quand même que t'allais dire Alpine, mais tu l'as pas dit. Mais en fait, Piero Gasly champion du monde, là pour Ça le serait coup, beau. je fais le tour du périph' en slip. oh, c'est noté, c'est noté. On veut être là, on veut filmer ça, le cas échéant. Je pense que je prends pas trop de risques. Tu serais peut-être pas tout seul sur le périph' en slip, mais de toute façon le périph' sera piéton. Je sais pas, je sais pas. J'avais entendu parler de cette rumeur. Mais la petite ceinture et le grand slip. Oui, c'est pardon, en fait pour les non-parisiens, la petite ceinture, c'est l'ancien chemin de fer qui faisait le tour de Paris, dont une partie est enterrée et maintenant ça a été récupéré, et c'est piétonnisé. Donc on peut se balader sur l'ancienne petite ceinture. Alors, on a quand même critiqué pas mal McLaren sur justement plutôt cette fin de saison un peu qui est un peu finie, pas forcément sur une tonalité très positive parce que déjà ils avaient arrêté peut-être les développements pas forcément très très tard dans la saison et puis on a surtout l'écurie Red Bull qui s'est remise à rugir et Verstappen qui a quand même été vraiment exceptionnel sur cette fin de saison et c'est ça que forcément aussi qui fait un peu de l'ombre sur ce titre que ça soit même alors pas tant le titre constructeur mais surtout le titre pilote de Lando Norris. Je vais poser la question à Suzanne, comment voir Verstappen a quand même dit que c'était sa meilleure saison alors qu'il n'est pas champion. Et là, on parlait de la voiture et du pilote. Là, on a eu un peu... on est obligé d'être presque d'accord avec Verstappen parce que c'était quand même exceptionnel les prestations qu'il a faites en fin de saison. Alors que sur pas mal... Alors, il y a des grands prix où on avait quand même la sensation forte que la Red Bull a été vraiment très compétitive. Mais il y a eu pas mal de victoires de sa part, de podium, comme on a dit, qu'il a réalisé avec une voiture qui n'était pas dominante. Comment tu vois cette saison? Peut-être on va juste rester sur Verstappen et puis après parler de Red Bull, sachant qu'il y a beaucoup de choses à dire avec ce remplacement en cours de saison de Horner par Mekies, par exemple. Clairement, moi, je trouvais que c'était la meilleure saison de Verstappen parce que c'était à la fois une saison où il a été très complet, une saison qu'il a présentée dans une configuration qu'on avait peu vue, c'est-à-dire que au début, il n'avait pas la voiture faite pour gagner, mais je pense qu'elle n'a jamais été aussi peu en position de gagner que ce que ça semblait être cette saison. Il a été complet parce qu'il a montré qu'il conservait l'envie de gagner et de grappiller
quoi qu'il y a grappillé, même quand à un moment donné, son meilleur espoir c'était de faire P5. Et c'est en ça que jusqu'au bout, il a montré j'allais dire son championship, enfin sa capacité à être champion. C'est-à-dire qu'il ne lâche rien, pour autant avec une maturité qu'on lui avait peu connue jusqu'à présent. Il a été serein. Moi, je l'ai trouvé plutôt serein à l'échelle de la saison. Et petit à petit, il a construit son truc et il a remonté là où personne ne l'attendait. Et clairement, il y a eu des grands prix où la voiture était compétitive. Je suis pas sûre qu'on puisse vraiment comparer la compétitivité des deux voitures pour en déterminer l'équilibre général. C'est-à-dire que de toute façon, comme elle est faite pour Verstappen, le fait qu'elle soit inconduisible pour un autre ne veut pas forcément dire que c'est un complet taco qui mérite de faire P17. Pour autant, c'était pas une voiture qui avait vocation à jouer les podiums. Et il a transformé ça et il n'a pas gagné, mais il a failli. Il est quand même vice-champion du monde. À 2 points. C'est-à-dire que c'est... Après, comme Oui, il dit, que ça soit 2 points ou 300 points ou 0,1 oui, il est pas points, champion. voilà. Un point, c'est la victoire. Mais franchement, moi, je trouve que c'est la saison de la maturité et de la confirmation. C'est-à-dire qu'il montre que même après la suprématie technique de la voiture, eh ben, il est quand même un grand champion. Preuve en est qu'il a failli être champion du monde. Peut-être avec un grand prix de plus, il aurait peut-être pu rattraper ces 2 points. Donc, pour moi, c'est vraiment l'année de la consécration pour Verstappen. Ok. Après, on se rappelle quand même qu'au milieu de la saison, là, il allait faire des courses des courses auto hors F1, qu'il était en train de jouer à minuit la veille des Grands Prix. On avait la sensation qu'il avait un peu décidé que c'était pas lui cette année, ou que de toute façon il avait pas les moyens de le faire. Et au final, il échoue à un souffle. On a dit saison de la maturité, mais quand même on l'a vu un peu Grand Prix d'Espagne avec George Russell, on l'oublie assez vite, mais il avait bien pété en plomb de ouf à ce moment-là. Charles, t'as toujours été fan de Max Verstappen depuis que tu suis le karting. Qu'est-ce que tu penses au final? Est-ce que on a parlé de Verstappen, on a aussi Horner, donc on va pas revenir sur les différentes affaires Horner et son départ, mais il y a quand même cette arrivée de Mekies qui est concomitante quand même avec une reprise de résultats assez forte. On avait dit peut-être au début de manière hâtive que en plus comme il était avec Tsunoda chez Racing Bulls, avec Tsunoda ça repartait bien. En vérité, je suis pas convaincu qu'il y ait eu un véritable impact de Mekies sur les performances de Tsunoda. Et toi, comment tu vois cette situation du côté de l'écurie, puis évidemment de ton poulain Max? Non mais côté de l'écurie, je pense que effectivement, ce qu'ils ont vécu en 2024, ça s'est transféré dans les performances de la voiture, surtout cette année, où on voit que la voiture elle est pas au rendez-vous pour jouer, en tout cas les gros titres. Ou en tout cas de faire des victoires, et encore une fois on a une voiture qui performe chez quelqu'un mais pas chez l'autre. Bon, ils ont rapidement fait un choix, et je pense que ça se trouve t'aurais mis Verstappen dans une Visa Cash-App, ça se trouve il aura peut-être pu jouer le titre, parce que quand tu voyais quand même la perfo de Tsunoda chez la Red Bull, en fait il a mis quasiment aucun point, et en fait le père Lawson a pu mettre des points avec la Visa Cash-App. Donc je pense que c'est pour ça que c'est peut-être pour lui effectivement sa meilleure saison, où c'est pas la première année où il a une voiture qui est pas compétitive, mais pas d'accrochage, toujours propre, pas le vilain petit canard. En tout cas là-dessus c'est clair que il a fait des énormes progrès, et même du coup son capital sympathie a énormément grimpé, je pense, et tout le monde a découvert peut-être enfin un Max Verstappen un peu plus mature. Bon, un Max Verstappen qui est papa aussi, peut-être que c'est ça qui fait que maintenant il est un peu plus sage, ou en tout cas dans les médias, c'est pas ça a jamais été son truc, mais maintenant en tout cas il est un peu plus... il reste agressif en course quand même. Enfin après. Oui, mais tu vois par exemple, il s'accrochait régulièrement, quoi. C'était pas
il était connu pour défendre comme un sauvage et attaquer comme un sauvage. Là, c'est un peu plus réfléchi, ou en tout cas, il sait que potentiellement, il sait que tous les points comptent, et du coup, je pense que peut-être pour ça que maintenant que c'est un peu plus réfléchi, et c'est pour ça que ça la maturité. En tout cas, pour l'écurie, le fait d'avoir changé au niveau du board, effectivement, d'avoir sorti Horner de 23 ans ou 25 ans, je sais plus, de chez Red Bull. Ah, ça a été, je pense, ça leur a coûté, à mon avis, un pognon monstre. 100 millions. 100 millions. Mais je pense que c'était un mal pour un bien. On arrivait à la fin d'un cycle qui s'est traduit quand même par une remontée phénoménale quand même au classement. Ils ont réussi à redoubler Mercedes, à redoubler Ferrari sur le dernier tiers de saison, alors qu'on les croyait quatrième force du plateau à un moment donné. Sachant qu'on peut aussi dire qu'il avait qu'un pilote, quoi. Enfin, c'est ce que tu as dit. Oui, et ça, bien entendu, avec un seul pilote sur les deux. Et le deuxième pilote, on va dire franchement, c'est vraiment le boulet que tu traînes, hein. Que tu mettes un Ricardo, un Albon, un Gasly, un Tsunoda, un Perez, je pense que les 4 ou les 5 qui sont passés, c'est clairement pas de leur fait, et je pense que la voiture a vraiment un pilotage bien spécifique qui fait que si t'aimes pas comment elle fonctionne, tu n'arriveras jamais à la piloter. Les mecs, c'est pas qu'ils sont pas bons, je fais juste que je pense que c'est un cercle vicieux, c'est une voiture, c'est que si tu n'y arrives pas, tu perds en confiance, tu y arrives moins bien, et puis fil en aiguille, les perfos sont plus là, quoi. La confiance doit être inspirée aussi par le management, mais bon. Il y a de ça, hein, mais bon, on a bien vu que c'était pas mieux avec Tsunoda qui connaissait Laurent Mekies depuis une saison. Enfin, il fait quand même quelques grands prix où c'est au fond du gouffre, quoi. Le nombre de fois où il est éliminé en Q1, c'est quand même noté sur de deux mains. Enfin, tu vois, là-dessus, ils lui ont donné du temps, mais bon, on savait très bien qu'à la mi-saison, son baquet, il était quasi voué à soit redescendre, soit à bouger, quoi. On avait vu avec Perez, mais Perez c'était presque moins pire. C'est ça qui est assez. C'est moins pire depuis Gasly, quoi. C'est-à-dire que Ricardo avait fait des trucs, mais on sentait que c'était sur la pente descendante, et c'est Perez qui a tenu plus longtemps, je pense, par ses sponsors, d'une, et par quelques victoires qu'il a eues par-ci par-là, qui ont permis de, je pense, argumenter. C'est censé être le roi des circuits urbains, mais ça a fait long feu, cette histoire. Peut-être, je sais pas si Takuma a eu l'info, on a Helmut Marko qui a pris sa retraite. Ça a été annoncé, je crois, il y a quelques jours. Je voulais l'entendre réagir sur ce sujet et puis sur les autres sujets du côté Red Bull. Il a pris sa retraite. On lui a fait prendre sa retraite, très clairement. Je crois que Laurent Mekies et son entourage en ont eu marre de l'influence de Marco et de ses choix envers et contre tout. Donc ils lui ont dit, écoute papy, t'es bien gentil mais casse-toi, ce qui je pense était la meilleure décision à faire pour que Red Bull continue son entreprise d'assainissement. Concernant Tsunoda, le truc c'est qu'il débarque dans une écurie où au début de saison, c'était les directives de Christian Horner, et les directives de Christian Horner, c'était 100% sur Max Verstappen, et la deuxième voiture, elle est là en déco. C'était clairement une Polly Pocket, une ce que vous voulez, une majorette, n'importe quoi, les petites voitures. Donc malheureusement, tu pouvais mettre n'importe qui. Je pense que la deuxième voiture, elle était pas viable pour n'importe qui. Tu peux mettre Mekies derrière, si t'arrives en courte saison et que tu dois refaire une voiture quasiment en entier pour espérer qu'elle soit compétitive, pour t'arranger avec le deuxième pilote que tu perds énormément d'argent, surtout que t'es à la veille d'une nouvelle réglementation. Donc le pauvre Mekies, il a dit bon là, faut que j'arrive à assainir déjà la gestion humaine, ce qui je trouve il a quand même plutôt bien fait, puisque Red Bull maintenant a l'air d'être une écurie beaucoup plus saine dans ce qui se dégage. Et malheureusement pour Tsunoda, il a pâti des choix de début de saison qui étaient dirigés par Christian Horner et Helmut Marko, le duo incroyable qui pouvait pas se blairer d'ailleurs. Après pour Verstappen, moi ce que j'aimerais juste rajouter, c'est qu'il a vécu une saison particulière dans le sens où et il en parle encore pas mal en interview, il est très touché par ce qu'il y arrive à son ingénieur de course, Gianpiero Lambiase, avec qui il est très proche.
Et on sent que les deux ont vraiment une relation assez forte. Et Verstappen serait sûrement pas Verstappen sans Lambiase, tout comme Hamilton et Peter Bonington. Voilà, c'est le duo, on le sait. Bah, Verstappen, faut pas oublier l'impact de Gianpiero Lambiase dans les performances de Verstappen. Et on sent qu'il est assez touché par ce qui est arrivé à Lambiase, et ça a pu jouer aussi dans le fait que Verstappen a tout donné, je pense, aussi pour Lambiase, pour lui permettre de passer une fin de saison où il y a peut-être des choses un peu positives qui arrivent. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie privée de Gianpiero Lambiase, mais on imagine malheureusement pas une grave maladie ou quelque chose qui fait que c'est compliqué pour lui, et on espère que tout ira bien pour lui, parce que voilà. Donc c'est vrai qu'il y a ce contexte, il y a Marco qui s'en va et on sait qu'il était très proche de Verstappen, et un Verstappen qui s'est pas caché de dire que si la voiture était dégueulasse l'an prochain, prendrait ses clics et ses claques et puis il irait faire autre chose. Et nul doute que si t'as Max Verstappen sur le marché du sport automobile quel qu'il soit, je pense qu'il va avoir des offres toutes les 4 minutes de toutes les catégories qui peuvent exister. La Clio Cup, la Porsche Cup, la Twingo Cup, n'importe quelle cup. Alors là, l'endurance, WRC, car, le NASCAR, il aura tout. Donc, faudra voir. J'ose imaginer que Red Bull, fort de son expertise et de son talent, réussira à lui offrir une voiture digne de ce nom, même si ils sont tributaires du moteur Ford qui arrive pour la première fois depuis je sais pas combien de temps en Formule 1. Et fatalement, ils vont être très attendus puisque c'est une réglementation qui va tourner principalement autour du moteur. C'est pour ça que le prochain champion du monde, ce sera George Russell d'ailleurs. Et j'avais pas forcément prévu de faire la rubrique prono parce qu'on est un peu tôt dans le process, mais bon, visiblement, il va peut-être falloir noter les paris, puis on va vraiment faire des vrais lots là. Et je vous rappellerai que vous êtes tous moqués de moi quand j'ai dit que je misais sur George Russell quand je suis arrivé dans Barbecue. Vous avez souri. On vous engage à réécouter cette émission. Voilà. Clippez, faites des clips, hein, n'hésitez pas. C'est ça. Non mais ouais, pour Red Bull, moi je suis content pour Mekies parce que il a fait un très bon travail avec Vecarb et je pense qu'il fera du très bon travail avec Red Bull. Je suis content pour Isaac Hadjar parce qu'il arrive dans un Red Bull assaini et du coup j'ai envie de croire au fait que il pourra faire de belles choses en deuxième pilote. J'ai beaucoup aimé aussi le discours d'Isaac Hadjar où il arrive en disant non mais là, j'ai un coéquipier, je sais quelle est ma place et voilà. Et je trouve que c'est intelligent de sa part je pense qu'intérieurement, évidemment, s'il voit l'opportunité de battre Verstappen, il va pas s'arrêter sur le bord de la route pour le laisser passer. Néanmoins, il sait que sur sa première saison, il va devoir juste, entre guillemets, prouver, et je pense qu'il fera très bien le travail. Ok. Et la saison 2025, c'est la saison de Verstappen, quoi qu'on en dise, parce que tout le monde est investi sur le retour de Verstappen, et sur le fait que, comme on l'a dit, c'est devenu un pilote qui est devenu plus amable, vraiment. Il est devenu plus mature et il est devenu plus amable. Et il y a juste cette rivalité avec George Russell qui, je pense, va être intéressante pour l'an prochain, du coup, puisque les deux sont quand même, un peu en froid, je pense. Oui, et puis ils sont compétitifs aussi, les deux. Mais, bien sûr. Mais c'est vrai que, et je vais laisser la parole sur Red Bull à Lens, mais c'est vrai qu'on se dit, ils auraient eu un deuxième pilote ou une deuxième voiture qui tenait un peu mieux la route. Ils auraient grappillé les points sur McLaren, et puis au final, le titre, il était moins loin, ou moins dur. Parce que s'ils avaient pu mettre le deuxième pilote de temps en temps sur un podium ou s'intercaler entre les deux McLaren, ça aurait été encore moins que 2 points. Moins que 2 points, il y en a pas beaucoup, d'écart. Qu'est-ce que toi tu imagines? Est-ce que effectivement la marche elle est haute pour Hadjar parce qu'elle a été haute pour pas mal de pilotes. On a une nouvelle réglementation. On a dit que c'était peut-être une opportunité. Comment toi tu vois comment tu vois le futur de tout ça? On l'espère assez beau pour Isaac. S'il réussit à relever ce défi, c'est que ça devrait pas trop mal se passer pour lui. Mais c'est vrai que sur cette Red Bull, alors, c'était peut-être pas non plus une caisse à savon, même si on sait que Red Bull aime bien organiser ce style de course. D'ailleurs, pourquoi pas Max Verstappen, champion de caisse à savon, ça pourrait être assez sympa le week-end. Mais surtout, c'est que cette voiture, elle était très difficilement réglable. On se souvient tous les vendredis quasiment où les essais
1 et 2, les essais libres 1 et 2, c'était juste catastrophique. Et tu les voyais, ils étaient perdus au milieu de nulle part, la voiture, elle avançait pas. Ils étaient obligés de tout défaire, de remonter. Et à chaque fois, ils trouvaient la fenêtre de réglage, limite à l'arrache. Donc, je pense que au niveau, même s'il y a eu pas mal de fuites de cerveau côté Red Bull sur les quelques années, et je pense que on parlait justement du management Horner, Helmut Marko, je pense que c'est pas pour rien que les gens se sont barrés non plus. Hein. C'est pas parce que je pense qu'on leur a offert de bons salaires ailleurs, mais il n'y a pas que ça. Peut-être que le fait justement maintenant que ça soit un petit peu plus apaisé avec un Laurent Mekies, ça va peut-être faire revenir aussi des gens. On n'en sait rien, mais déjà rien qu'une voiture un peu plus facile à régler, peut-être pas 100% pour Max, oui, ça peut peut-être justement donner de la force ailleurs. Alors après, même si on a vu que même au championnat de pilote, quand la Red Bull écrasait tout le monde, alors bien sûr, Perez ramenait son nombre de points, mais ça nous faisait même rigoler, c'est que Max Verstappen était champion du monde pilote et constructeur tout seul. Donc c'était ça. Okay. Après c'est arrivé une saison, donc même autant de Mercedes avec Lewis qui écrasait tout, t'avais pas ce monopole dessus. Après c'est vrai qu'on a pu lire ici ou là que le vrai vainqueur de cette saison c'était Max Verstappen parce que justement il a rallié oui. À lui, les fans de F1. Ouais, il y a un nombre de fans. Il est passé de personnage le plus honni de la grille, celui qui a privé Lewis de son 8e titre. Et l'un n'empêche pas l'autre en plus. Et en fait, en 4 ans, il a complètement retourné le game, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais pas dire que c'est le pilote préféré de la grille, parce que n'oublions pas non plus que les fans aiment les gens qui gagnent, hein. Les gens qui sont deuxièmes, ça les intéresse pas. Pour fanfaronner à la machine à café, vaut mieux avoir le pilote qui gagne tout. Tout parallèle avec le football et les clubs étrangers est bien sûr fortuit venant de ma part. J'adore le Real Madrid. C'est ça que je voulais dire. Ouais. Exactement. Non, mais voilà, et je pense que c'est principalement, c'est pour ça que dans un sens, lui, il a tout gagné sur cette saison-là. Et, ouais. Et finalement, l'année prochaine, oui, ça reste quand même un compétiteur, même si peut-être que pour la façade, il dit que il a quand même gagné des choses. Bon, je pense que s'il avait eu 3 points de plus à la fin de la saison et qu'il était passé devant Lando Norris, il aurait pas dit non, je veux pas du numéro 1 l'année prochaine. D'ailleurs, ce qui est tombé comme info, c'est qu'il prend officiellement le numéro 3 la saison prochaine, qui est son numéro préféré. J'ai pas fait l'analyse astrologique. Voilà, donc c'est pour ça. C'était une des news sur formula1.com. Et à noter que Red Bull aussi a marqué énormément de points alors ils l'ont pas mise dans la lumière, mais le fait qu'Anna Schmidt soit allé chercher le trophée, c'était au Qatar, et qu'en plus c'était sur une course où la stratégie de Red Bull avait été particulièrement mise en avant. Là aussi, ils ont marqué des points en mode nous, les stratégies, on sait gérer, par exemple, contrairement à une écurie en orange, et c'est elle, c'est madame qui a la tête de tout ça et qui fait un boulot monstre. Voilà. Et tout le monde a fait bravo. Donc là où et en plus, même dans les conférences de presse, elle s'est permise d'allumer McLaren. D'ailleurs, c'était savoureux les conférences de presse sur les dernières courses où tu avais Max Verstappen qui pareil tirait et mettait un peu la pression sur McLaren avec leur pays des bisounours en disant oui, nous le sport mécanique c'est nous, vous on sait pas ce que vous faites, vous pilotez des My Little Pony Car, mais nous après à la base on pilote Red Bull, c'est quand même des boissons gazeuses, hein. C'est pas non plus enfin bon. Je sais pas, mais qui, rappelons-le, sont dégueulasses. Ça, c'est peut-être mauvais pour la santé. C'était interdit c'est Roselyne Bachelot qui avait interdit, non? Je me rappelle plus. On parlait des ministres de la santé illustres de notre pays. Elle voulait interdire, mais du coup, je crois que ça n'a pas marché. Ils ont eu gain de cause au niveau de l'Union européenne, quelque chose comme ça. C'est ça. Voilà. C'était le petit moment Roselyne Bachelot. Dans chaque émission, il y a des petits moments comme ça. Peut-être juste parler du line-up de Racing Bulls l'année prochaine sur l'écurie FI, on va dire, de nos amis de Red Bull.
On avait donc Lawson qui a fait 2 grands prix pour Red Bull sur cette saison 2025 avant de se faire évincer et rétrograder. Et puis se poser la question de Tsunoda, et au final qui a tout perdu puisqu'il est maintenant juste pilote réserve. Il est plus aligné côté Racing Bulls, et on a un nouveau pilote aussi qui arrive chez eux. Je sais pas trop. Il faudrait peut-être voir si chez nos experts barbecue F1, vous savez d'où il vient ce monsieur. C'est une recrue Helmut Marko ou pas, puisqu'il y avait des rumeurs comme quoi il avait signé des contrats qu'il fallait pas aussi. C'était l'une des raisons de son éviction à notre ami Helmut. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose sur Racing Bulls, qui était quand même très performant? Effectivement, vous pouvez se poser la question de la performance de la voiture par rapport à la Red Bull, mais sur le line-up 2026. Bah écoute, encore une fois, le champion de Formule 2, il peut bien aller se faire rôtir l'océan, puisque Arvin Lindblad a fait 6e. Donc voilà, ça relance le débat de à quoi ça sert finalement de remporter la Formule 2 quand tu vois que ceux qui sont montés l'an passé, c'est Antonelli qui était 15e et Oliver Mann qui était 34e, qui sont bons au demeurant, oui, finalement, comme quoi ça veut rien dire. Et donc là c'est Lindblad qui est 6e qui monte qui monte donc de Formule 2 pour aller essayer d'aller se battre en Formule 1. Ça fait un moment que son nom est dans les catégories inférieures. Il a remporté 3 courses cette saison en Formule 2. Écoute, je t'avouerai que il a 18 ans, donc ça veut dire qu'ils ont envie, je pense, de croire en lui. Il est membre de la Red Bull Junior Team depuis 2021, donc ça veut dire qu'ils le suivent quand même depuis un petit moment. Ils ont l'air de croire en lui. Et en fait, peut-être qu'on revient, on revient à ce que devait être Racing Bulls, à savoir une fabrique, une espèce de porte ouverte pour voir si des talents sont vraiment prêts pour la Formule 1 et s'ils peuvent faire le grand pas. En plus, il arrive sur une nouvelle réglementation où toutes les cartes sont un peu rebattues, donc là vraiment, on va pouvoir voir ce qui va donner à côté de Lawson, qui je trouve a plutôt bien réagi sur la deuxième partie de saison, même si c'était compliqué par rapport à Hadjar qui lui a été très bon. Donc ça va être un duo assez intéressant, je pense. Faut pas oublier que Liam Lawson, il n'a que 23 ans. Je veux dire, Red Bull, ça vise vraiment le long terme, parce qu'Adjar aussi, on le rappelle, il a 21 ans, il les a eu en septembre. Donc c'est vraiment très très jeune. Et puis Verstappen, 28 ans, donc si on en croit le théorème Fernando Alonso, il a encore 14 ans devant lui, donc après je suis pas sûr qu'il fasse 14 ans en Formule 1, mais Ok. Mais ouais, c'est intéressant. Un petit point surprenant, parce que Tsunoda, je trouve que c'est sévère pour Yuki Tsunoda de se faire évincer, et j'aurais à la rigueur peut-être plus compris un Tsunoda Lindblad par l'expérience de Tsunoda pour encadrer Lindblad. Mais bon, c'est le choix de Red Bull. On sait qu'ils font pas non plus dans les sentiments quand ils vont faire des choix sur ça. Et bon, voilà. On verra bien. Après, c'est peut-être juste lié un peu au dernier cas, mais finalement, les pilotes de réserve, quand on voit Bottas est redescendu pilote de réserve, finalement, il retrouve un baquet. Il y a eu le cas Ricciardo, mais c'est un peu particulier. Mais bon, ils l'ont remonté. Je pense que Tsunoda, il a peut-être une chance de rebondir si le mercato fait que un baquet de midfield. Oui, peut-être chez As. Genre un Colapinto, tu vois, qui vraiment fait toujours n'importe quoi. Non, mais il ira Formula au Japon aussi. Non, mais après, faut pas oublier une chose, c'est que c'est la première année où Red Bull n'est plus sponsorisé par Honda, ne serait-ce que pour le moteur. Et on sait très très bien que les motoristes japonais sont assez enclins à mettre un pilote japonais, puisque ça met des yeux devant les télévisions, c'est logique. Et à partir de 2026, c'est Aston Martin qui est motorisé par Honda, et on sait que il y a Toyota qui vient en tant que sponsor titre, et on n'est pas à l'abri que Toyota essaye de récupérer. Il y a du patriotisme Formule X, c'est ça que tu sous-entends. Écoute, on va pas se mentir, quand Alpine ils ont fait le duo Ocon-Gasly, on était les premiers à sortir les drapeaux. C'était du hasard, du pur hasard. Non, mais ça joue forcément, tu vois. C'est le lobby normand. Ouais, avec Cadillac,
Cadillac, laisse-moi te dire que là, il y a Sergio Pérez et Valtteri Bottas. Ok, je pense qu'ils ont pris un très bon duo. Américains bientôt. On avait été surpris. Écoute, on avait été surpris. c'est pas comme si chez High-Tech TGR, qui est en Formule 2, il y a un certain Colton Herta qui va faire une saison pour dire qu'il fait une saison. Parce que c'est très clair que Colton Herta, il va piloter en Formule 1 là, d'ici peu chez Cadillac, parce que c'est un pilote américain qui a fait ses preuves en IndyCar et qui va prendre des points de super licence en Formule 2 pour dire non, mais j'ai le niveau, c'est bon. Mais Colton Herta, c'est pas une merguez. Oui, j'allais dire, j'espère que ça sera pas une saucisse, mais on est connecté, mon cher. Voilà, c'est ça. Les grands esprits, voilà, il y a tout ça. On va peut-être passer à Mercedes parce que sinon on va faire une émission qui va durer 5 heures. Et je voulais avoir l'avis de Suzanne justement puisqu'elle avait annoncé très tôt, on va dire qu'elle aimait bien notre ami George. Que pensait de cette saison Mercedes qui avait été troublée par ces histoires de contrat de notre ami Russell justement, et puis avec le tout jeune Antonelli un peu couvé par Toto Wolff, qui avait fait beaucoup de roulage avant saison, qui connaissait tous les circuits, mais qui a quand même 12 ans, et qui a une saison un peu difficile à un moment donné. Je pense qu'il a dû, peut-être à partir du moment où il a fait son Grand Prix local en Italie, avec tous ses potes d'école qui étaient venus le voir, il a un peu, visiblement, ça lui a retourné le cerveau. Il a eu après ça a été très dur pour lui. Traversée du désert. Ouais, et sur la fin de saison, il était revenu et voilà, que penser de cette écurie Mercedes qui a donc renouvelé sa confiance avec Russell, qui s'est inscrit dans le temps long avec Antonelli et qui est censé avoir un moteur de fusée à partir de l'année prochaine d'après des sources, notre source insider Lance Newell. Mercedes, c'est un exemple de régularité pour moi. C'est-à-dire que même quand la voiture, elle ne marche pas comme ils l'ont connu pendant plusieurs saisons, de toute façon, ils pouvaient pas entièrement revoir. Ils se sont plantés, ils l'ont dit. On n'a pas fait les bons choix au dernier changement de réglementation. Mais ils ont continué à aligner de la constance, à la fois dans la stratégie, dans le pit stop, dans tout un tas de choses. Et au final, ils s'en sont pas si mal sortis. Aussi, je pense, parce que ils avaient, à l'époque du duo Hamilton-Russell, un duo de pilotes plutôt résilient. Et puis bon, en tout cas à l'époque pour Hamilton. Russell, il sortait de Williams, donc de toute façon, c'était forcément un peu mieux. Enfin, il était habitué à avoir une voiture qui marche pas. Mais il n'y a pas eu de démoralisation ou de flottement ou d'impression de flottement de l'écurie, malgré quand même une erreur dramatique. Enfin, ils se sont complètement plantés sur la bagnole. Et ça, tu peux pas le rattraper. Et finalement, en fin de réglementation, ils arrivent quand même à faire partie du top 4 avec honneur, à faire pas mal de podiums. Ils misent contre toute attente sur un jeune pilote. Et effectivement, Antonelli, il a eu sa traversée du désert et peut-être que c'était trop jeune de le monter dessus. Peut-être qu'une petite saison en plus avant, ça lui aurait fait peut-être un peu de bien. Mais au final, il démérite pas non plus, même si de toute façon, cette saison, moi, je trouve que tous les rookies, sont assez incroyables. Enfin, ils sont tous très jeunes en plus. C'est la saison des rookies, en fait. Finalement, c'est la saison Verstappen et la saison rookie. Faut pas les oublier. Mais Antonelli ne démérite pas. Russell, je pense que ça y est, il a assis en tout cas une espèce d'autorité ou de légitimité, même si ça a été remis en cause au moment des rumeurs de son éventuel remplacement par Verstappen. Je sais pas si c'est beaucoup de la rumeur ou si il s'est vraiment senti menacé ou il a été vraiment menacé à un moment. Après, effectivement, c'est impossible pour un patron d'écurie de ne pas étudier l'option Verstappen. Enfin, donc c'est pas illogique que ça se soit joué. Mais Mercedes, moi, ce que j'en retiens, c'est la constance. Et même quand ça va pas, on continue de travailler et d'aligner les choses. Je n'en doutant pas, préparant l'avenir. Donc j'espère que cette fois, ils se sont pas trompés dans leur modèle et que ils auront une voiture performante. Et auquel cas, oui, je pense que s'ils ont la voiture, l'écurie et les pilotes sont titrables. Parce que en stratégie, ils sont pas mauvais, même quand ils sont pas bons.
enfin quand la voiture n'est pas bonne, c'est fiable. En fait, voilà, c'est la fiabilité allemande. Ok. Deutsche Qualité. C'est ça. Charles, qu'est-ce que toi tu penses de Mercedes? Est-ce que justement, à mon avis, ils doivent être quand même assez contents de ce changement de réglementation? Est-ce que tu as été convaincu quand même parce que il faut quand même des pilotes pour conduire ces voitures, même si c'est les meilleurs. Peut-être ce manque de confiance en l'avenir du côté de George Russell, Antonelli qui a à la fois donné satisfaction parce qu'il a quand même marqué des points, c'est au niveau comptable c'est le meilleur rookie de la saison, mais qui a montré qu'il était jeune, tout simplement. Pour 2026, est-ce que c'est pour toi ça promet, ça va, les flèches d'argent vont voler? Selon Pierre Gasly, le moteur Mercedes c'est une bombe. Donc, c'est lui la source en fait, Pierre Gasly. Donc il devrait, j'espère que effectivement ils arrivent à être compétitifs. On sait qu'ils arrivent à faire des bons moteurs depuis qu'ils sont en F1 là-dessus, ça a jamais été un problème, surtout depuis l'avant-dernière réglementation. Donc je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Et effectivement, Russell, malgré un avenir potentiellement incertain, on sait très bien que ils avaient par exemple mis du temps à re-signer Hamilton en 2021, en 2021 et 2020, je crois, de mémoire, où c'était souvent des petits contrats et pareil, je pense que soit ils sont durs en affaires, soit c'est les pilotes qui en demandent beaucoup, mais je suis pas trop surpris de tout ça. Et je pense Toto Wolff à chaque fois veut maximiser un peu son avenir et de se dire je veux toujours avoir une porte de sortie qui me coûte pas non plus un bras. Bon, après je pense qu'Antonelli lui coûte pas si cher que ça. Le gamin doit pas lui coûter Il lui coûter coûte moins de pas 10 millions à l'année. Ouais, il lui coûte pas 40 millions comme. Ouais, oui, ils ont dû faire une économie d'échelle Oui. avec Lewis qui part. Ok. Donc effectivement, je pense qu'ils seront sûrement dans le haut du panier et c'est une écurie qui a les moyens, qui a les structures en plus pour se permettre de corriger le tir si ça va pas, quoi. Ok. Alors on va peut-être passer à Ferrari parce que à moins que vous ayez envie d'ajouter des choses, Lance ou Takuma. Mais voilà, on parlait d'Hamilton et la transition est bien trouvée d'une certaine façon. Gros transfert chez Ferrari, Lewis Hamilton, avec en vue et en marketing l'obtention de ce peut-être 8e titre, avec aussi le petit prince de la Formule 1, Charles Leclerc, qui est là, avec Vasseur qui est là pour remettre les choses en ordre. Et c'était déjà sa 2e saison, un truc comme ça, ou 2e saison et demie. Et puis un peu patatras quand même du côté Ferrari. Takuma, comment tu vois, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison de la Scuderia? Est-ce que on n'a pas fini de manger notre pain dur parce que au final ils nous racontent en fin de saison qu'ils ont arrêté de tout développer en 2022. Qu'est-ce que c'est inquiétant quand même. Je m'excuse des mots que je vais employer, les oreilles chastes, bouchez-les, puisque si tu me demandes de comment parler de la saison de Ferrari, je ne dirais simplement ces 2 mots suivants: à chier. Excusez, je peux pas, on va pas tourner autour du pot à faire des formules. Malheureusement, cette saison, elle est ratée. Il y avait évidemment beaucoup d'attentes parce que beaucoup d'argent dans la communication chez Ferrari. Alors ça, le marketing et la com, top. On est tous tombés dedans, moi le premier. Les photos d'Hamilton, j'ai signé. J'ai dit ok. Mais Hamilton, il débarque dans une écurie qui a bossé d'abord pour Carlos Sainz, et je pense que c'est exactement le même souci que de mettre Tsunoda dans la 2e voiture, dans le sens où pour moi la voiture, elle était faite pour Carlos Sainz et qu'Hamilton, entre guillemets, était obligé de s'adapter à cette voiture, et Ferrari ne lui a pas fait une voiture pour lui sur cette saison. Donc pour moi, je pense que c'était déjà un souci, mais j'ose espérer que Fred Vasseur, qui connaît bien Hamilton, au moins a pu désamorcer, entre guillemets, et lui faire comprendre que 2026 sera mieux. En effet, ils ont arrêté en avril de se pencher sur cette saison pour passer à la saison d'après, ce qui, à mon sens, était une bonne idée. Comme l'a dit Vasseur, c'est compliqué dans
de gérer une écurie quand tu développes plus rien pour cette saison et donc que tu vois que tu peux rien en tirer techniquement et du coup ça frustre énormément de gens et c'est compréhensible. On a quand même vu Leclerc capable de sortir quelques résultats sympathiques avec cette charrette, il faut quand même lui rendre hommage. Maintenant, évidemment que l'an prochain, ils vont être plus que scrutés puisqu'on sait qu'ils ont quasiment mis tous les œufs pour 2026. Et donc, fatalement, là, on sait qu'il y aura eu l'an 1 d'Hamilton où il aura appris à un petit peu plus comprendre comment ça fonctionne chez Ferrari, comment est-ce que lui doit fonctionner. Comme je l'ai dit dans le dernier barbecue, s'il vous plaît, engagez un ingénieur de course pour Lewis Hamilton parce que vraiment celui qu'il a maintenant, c'est un pitre. Je trouve vraiment que c'est un pitre. C'est un mauvais ingénieur de course. Je pense que c'est peut-être le plus gros chaud-froid qu'Hamilton a fait, c'est que tu passes de Peter Bonington à la personne qu'il a maintenant chez Ferrari, le pauvre. Là, pour le coup, je pense que Ferrari doit faire quelque chose. Mais voilà, sur cette saison-là, c'est une saison qui... D'ailleurs, il parlait pas d'essayer de récupérer Peter Bonington ça fait un moment qu'ils en parlent d'essayer justement de le récupérer, mais j'ose imaginer que le contrat de Bonington chez Mercedes, il doit être verrouillé comme Jaja. Alors c'est pas l'argent qui manque du côté de Ferrari, donc si vraiment ils le veulent, ils le prendront, mais bon, je pense pas que ça se fera. Mais oui. Il a peut-être pas envie d'aller travailler chez Ferrari non plus, quoi. Le mec, il est bon, il est dans une écurie avec laquelle ça tourne. Certes, il a l'affect de son pilote, mais moi, je serais lui, j'irais pas me mettre dans ce pot de pu, hein. Après, ça reste Ferrari pour tout ce que ça représente. Oui, c'est quand même, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, d'assez important. Puis tu retrouves Lewis Hamilton, donc tu sais très bien comment fonctionner avec lui, tu sais comment lui parler, tu sais que ce qu'il va te dire, tu vas pouvoir dire, ok, donc il m'a dit ça, faut faire ça, machin et tout. Je veux dire, ce serait pas déconnant non plus. Après, moi je pense à Fred Vasseur qui a dû débarquer là-dedans et qui a dû se dire, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Il va falloir remettre de l'ordre et il faut, voilà, Rome ne s'est pas construite en un jour, ça tombe bien puisqu'on parle de Ferrari. Donc, Arnello ne s'est pas construite en un jour, c'est ça. Exactement. Mais cette saison, elle est ratée, mais je persiste et je l'ai dit dans les premiers barbecues et je sais que je l'ai dit là où on l'attend, c'est l'an prochain. Vraiment, c'est l'an prochain. De toute façon, là, si ça marche pas l'an prochain, c'était quand même annus horribilus, comme on dit chez les Italiens. Papam. Abemus papam, voilà, Delenda Carthago. Mais bon, Léance, ta vision de la Scuderia pour 2025-2026, stratégie, opportunité, amélioration. Comment ça se passe? Si je voudrais être méchant avec Lewis, je dirais que Ferrari s'est trompé de pilote à récupérer chez Mercedes. Ils auraient dû prendre George Russell. Mais je pense que peut-être que Ferrari aurait un peu plus de points aujourd'hui et serait pas quatrième au classement constructeur. Non, mais c'est vrai que moi c'est exactement comme Takuma, c'est-à-dire même si je suis loin d'être fan de Lewis et je suis pas un ferrariste non plus, voir les deux ensemble. Je crois que ça m'avait même échappé au début de la saison. J'avais envie de voir un 8e titre Hamilton, quoi. Parce que il y a des enregistrements. J'ai entendu parler d'enregistrements. Les deux, marketingment parlant, ça matchait bien. Les belles photos avec la maison avec les 7 fenêtres ouvertes et la porte qui ne demandait qu'à s'ouvrir en tant que 8e ouverture. Monsieur sait lire les symboles. Il y avait plein de choses. Les photos, la couleur jaune qui revient. Enfin bref, en fait, c'est un peu ça Ferrari, c'est que ils ont été très bons en com pour tout ce qui entourait. En fait, c'est comme un beau cadeau de Noël. Le papier est superbe, le ruban est superbe. Tu l'ouvres et en fait, c'est un pot de chambre. Donc en fait, c'est un petit peu le souci. Oula. C'est que t'as vraiment de la déception au bout. Pareil, j'ai jamais été tendre non plus avec Charles Leclerc, pour moi c'est trop tendre. Un peu, je mettais dans la même catégorie que les Lando Norris pour être, comparé à d'autres champions de Formule 1. Mais ce qu'il a montré, et surtout en comparaison avec ce qu'a pu montrer Lewis. D'ailleurs, Lewis devrait faire une campagne contre la dépression. Dire que pour aider, si vous aussi vous êtes malheureux, que vous avez des symptômes dépressifs, il devrait faire une campagne, parce que là il avait tous les symptômes entre Mercedes l'année dernière et Ferrari cette année.
Et des fois, j'avais envie de le prendre et lui faire un gros câlin, Lewis, tellement il me faisait de la peine dans sa voiture et sur les radios, dans les Q1 à dire sorry guys. Enfin, c'est vrai que là, t'as vraiment envie qu'il passe à autre chose et qu'il revienne dans le game. Même les gens, ils se sont enflammés pour une course sprint parce qu'ils l'avaient gagné. C'est bon, Lewis, c'est parti. Oui, ben en fait non. Donc ouais, Ok. c'est vraiment dommage pour sa part. Et pour le coup, à l'opposé, on voit que Charles a réussi à faire des choses. J'avais même, tu sais, je me suis limite pris pour Julien en disant accélère, accélère à Charles Leclerc pour qu'il rattrape Lando Norris et qu'il le passe au dernier Grand Prix. Bon, ça n'a pas fonctionné, hein. Ouais, Bizarrement, on n'y a pas cru. Hein. on a aucun impact sur des mecs qui roulent à des Ils milliers nous de entendent pas. kilomètres Ils t'ont pas entendu. non, C'est ça. non, Ouais. c'est Ok. ça. Donc ouais, quand même vu la caisse à savon qui se sont baladés côté Ferrari, avec en plus une voiture qu'ils ont dû relever parce que sinon elle touchait trop le sol et ils auraient fait comme Mercedes, comme McLaren à Las Vegas, ils auraient été disqualifiés quasiment à tous les grands prix, donc ils avaient quasiment aucune chance de pouvoir performer avec. Bah, faut quand même voir que Charles a quand même réussi à faire des choses et en ce sens-là, on peut lui envoyer un gros big up. Parce que ouais, il a quand même réussi à faire des choses. De la même façon, George Russell avec la Mercedes. Mercedes a réussi à performer avec. Donc c'est pour ça que bizarrement, c'est ouais, sur ces trois pilotes-là, dire Verstappen, Russell et Leclerc, pour moi, c'est mes trois pilotes de la saison. Et vous noterez qu'il n'y a aucun des pilotes de l'écurie championne du monde. Ok. Suzanne, est-ce que tu partages ce jugement un peu difficile quand même sur Hamilton? Et puis en plus derrière, effectivement, en 2026, ça va être décisif côté Ferrari parce qu'évidemment les rumeurs, on sait que il y a beaucoup de rumeurs sur Ferrari un peu tout le temps. Mais c'est déjà bon. Je pense que Vasseur, il peut pas refaire une année pareille. Hein. Si jamais c'est comme ça, il va rapidement partir. Hein. Ça va aller assez vite, hein, à mon avis. Et puis Hamilton, c'est pareil aussi. Hein. Donc, est-ce que tu partages ces avis? Oui, je pense que il faut attendre la prochaine saison. Après, là où ils ont peut-être merdé dans le recrutement d'Hamilton, alors j'imagine que la fenêtre de tir s'est faite à ce moment-là et voilà, tu passes pas à côté, mais Hamilton, c'est un pilote qui était déjà fragilisé par 2021 et puis par ensuite les dysfonctionnements sur sa Mercedes. Là, il se retrouve à être de plus en plus mauvais. Il n'a plus l'excuse de la première saison, enfin de la prise en main du volant, du baquet. Donc c'est peut-être un pari risqué parce que là où il aurait peut-être été bon l'année prochaine dans une voiture plus moteur, il arrive effectivement. Là, je rejoins Lens. Vraiment, moi, la question que je me pose tous les week-ends, c'est j'espère qu'il a un psychiatre et un bon psychiatre parce que il a tous les symptômes visibles, extérieurs en tout cas, du mal-être professionnel, mais qu'on peut comprendre d'ailleurs. Hein, je lui jette pas la pierre, clairement là-dessus. Mais donc je pense que c'était un pari risqué parce qu'en fait il s'étiole et même si la voiture est meilleure l'année prochaine, je sais pas s'il sera en capacité à la fois physique et mentale de se remettre au niveau. Charles Leclerc, dont on disait attention, ça va être la saison test parce que Hamilton arrive, donc Sortir de la zone de confort. il faut sortir de la zone de confort et on va peut-être se rendre compte que c'est une tanche en fait. Euh, il s'en sort bien parce que forcément le comparatif est en sa faveur et je rejoins aussi Lens, il a quand même réussi à faire des trucs pas mal avec sa voiture qui l'aidait pas. Mais c'est pareil, si la voiture est un peu meilleure, en fait, ça ne fait que reporter cette pression-là sur l'année d'après. Est-ce qu'il va être au rendez-vous? Parce que on parle d'un pilote qui n'a pas l'expérience, enfin, n'a pas l'expérience d'une autre écurie. Pardon, il est passé un peu chez Alfa Romeo, mais ça date un peu. Voilà, c'est un pilote qui est dans la maison depuis longtemps. Donc, à voir si il est capable de convertir le tir. Franchement, moi, c'est la grosse douche froide.
Je pense que c'est la saison de trop pour moi, dans mon petit cœur tifosi de Ferrari qui m'a encore déçu. Je peux juste leur accorder que quand même, maintenant ils font des bons pit stops. Ce qui n'était pas gagné, hein. J'aurais pas forcément misé dessus, mais ils nous ont fait une saison de pit stop aussi régulière qu'ils ont pu être réguliers dans les pits à 5 secondes il y a encore 2 ans. Donc Stratégie, ça c'est pas aussi mauvais pas que foufou, c'était, hein. mais c'est pas foufou non plus. Mais on n'a pas entendu Charles crier comme on l'entend dans le générique de Barbecue F1 cette saison. Charles, justement, tu veux dire quelque chose sur Ferrari ou tu veux qu'on passe direct à Williams? Comment tu vois les choses, toi? Je pourrais, hein, mais effectivement, mais les collègues ont plutôt bien résumé la situation chez Ferrari. Donc bon, bah quand ta copie est quand même hors sujet, bon, j'espère qu'ils ont quand même bien révisé pour l'année prochaine, quoi. Ok. Après, on est dans l'inconnu sur l'année prochaine. Mais dans ce cas, je te laisse enchaîner avec Williams. Si t'as envie aussi de parler de Williams, parce que c'est quand même au final une des surprises de l'année quand même, parce que c'était Williams. Ouais, vas-y, pardon. Effectivement, hein, c'est une équipe qui depuis 2016 est quand même sous situation complexe où très clairement c'est à la limite à chaque fois de la banqueroute. Le budget de cap, je pense, a fait vraiment du bien. Le recrutement de James Vowles, il y a 2-3 ans maintenant, a permis un renouveau. Ils font un très gros coup quand même en signant Carlos Sainz. Je m'y attendais pas trop l'année dernière et on se demandait, je pense tous, pourquoi passer d'une écurie top tier à une écurie de vraiment bottom tier entre guillemets ça allait faire drôle pour lui. Finalement, tu te rends compte que c'est eux qui ont les plus progressé dans l'échiquier du peloton, que la cote de popularité de Williams, je pense, n'a jamais été aussi bonne depuis des années. On revoit enfin des sponsors sur la bagnole. En 2020, il y avait quasi rien, il y avait quasi pas de bagnole dessus. Carlos Sainz déclarait dans une interview que quand il a quitté McLaren, il voyait que tout le monde appréciait Zak Brown. Désolé Takuma, mais Andrea Stella, enfin toute l'équipe dirigeante était appréciée en interne, ce qui permettait de se dire, bah potentiellement cette écurie-là pourrait être un jour championne du monde, et c'était le cas 3 ans plus tard. On est content et au final là il se dit qu'est-ce qui m'a fait changer d'avis, et là il se rend compte que une équipe dirigeante qui est appréciée, ça se passe plutôt bien, la voiture est plutôt bien née, les développements ont été plutôt dans le bon sens, et ils arrivent à décrocher des bonnes places et des bonnes victoires. Tout n'est pas parfait, bien entendu, ça reste une écurie où la voiture peut pas être bonne partout. Donc ils ont eu quand même des couacs. Carlos Sainz a mis un peu de temps avant de se mettre dans le bain, hein. Très clairement, les premières courses sont pas trop là. Et même, je crois, de mémoire, il DNF sur le premier GP, mais permet une bonne stratégie quand même à la fin avec Albon. Donc très clairement que du positif pour eux, hein, parce qu'au niveau finance aussi, être 5e, ça va leur filer des bonnes un bon cashback entre guillemets sur les droits télé. Un peu moins de soufflerie, mais bon, je pense que maintenant avec le comment on appelle ça, j'ai pas vu le simulateur. Le simulateur, ça devrait quand même nous aider à développer quelque chose de plutôt ok. Donc non, franchement, ils peuvent se féliciter là-dessus, et je pense que le coup de poker qu'a fait James Vowles sur Carlos Sainz est ultra payant, beaucoup plus rentable que Ferrari et Hamilton en tout cas. Oui. Takuma, je sais bien que t'aimes bien Williams, il me semble. Oui, tout à fait. Donc c'est l'occasion là de te lâcher au micro. Mais écoute,
James Vols, je l'ai déjà dit dans les précédents barbecues, je vais me répéter, mais James Vols, il l'a déjà dit en interview, lui, son but, c'était d'arriver et de dire à tout le monde, on s'en fout si on se plante. Les 2-3 premières saisons, tentez des choses, c'est pas grave si on casse. Le but, c'est, on apprend ensemble, on monte ensemble, on grandit ensemble, et quand ce sera le temps de gagner, on sera prêt, du coup. Et on le voit dès cette saison, alors qu'on les attendait pas, ils font podium, ils font 2 podiums grâce à Carlos Sainz. Carlos Sainz qui s'est senti voulu justement par James Vols et Williams au moment où lui est en fin de contrat, il y a rien qui est sorti et Williams est déjà venu le voir en lui disant écoute, nous on a notre projet, on aimerait beaucoup t'avoir, on sait que tu es en fin de contrat, tu vas peut-être vouloir rester à Ferrari, mais sache que nous on serait très intéressés. Et Sainz avait dit que ça l'avait marqué positivement et qu'il s'était dit ok, finalement ce serait peut-être intéressant d'aller chez Williams et de faire quelque chose avec eux. Et on le voit, ça travaille très bien, Williams. C'est l'exemple parfait à suivre. Et là où c'est beau, c'est qu'à côté, tu peux comparer avec tellement d'écuries qui étaient un peu dans une situation, alors peut-être pas similaire à ce point-là en termes de ratés, mais quand tu prends à côté Aston Martin, où tu as l'impression qu'il y a eu zéro progression, alors ça a construit de très belles infrastructures, pardon. Donc sur le futur, normalement, il devrait être capable d'avoir quand même tout ce qu'il faut. Mais Williams, par contre, ils ont construit quelque chose, un environnement où tu peux t'épanouir, tu peux grandir, tu as envie de tout donner. Et Albon, il va être forcément piqué au vif parce qu'il se voit sur la fin de saison. Tout le monde parle de Carlos Sainz à raison, puisque Sainz fait une belle fin de saison avec 2 podiums. Et je pense que ça va être très sain comme compétition. Et que, en plus, Williams conserve pour l'an prochain le moteur Mercedes, qui normalement devrait être le meilleur moteur de la grille. Moi, je dis qu'avec justement, comme l'a dit Charles, le budget qui est augmenté, le fait qu'il y ait beaucoup plus de sponsors qui s'intéressent à Williams, le fait que tu sois plus en confiance aussi, je pense que ça peut être un outsider. Je dis pas qu'ils iront gagner le titre, mais moi, je pense que Williams peut revenir faire des gros points de manière beaucoup plus régulière. Et que ça une victoire pour Williams en 2026, c'est ça que tu veux dire? Franchement, vu comme les cartes sont rebattues, vu comme le moteur Mercedes est annoncé aujourd'hui, au moment où on enregistre, est annoncé comme normalement le meilleur, et vu comment James Vols et ses équipes travaillent très bien pour concevoir des voitures, une victoire de Williams l'an prochain, je pourrais être tenté de te dire oui, franchement. Okay. Suzanne, que penser de cette écurie qui renaît un peu de ses cendres, Williams, la fille Williams, qu'on avait vu un peu dépassée par cet héritage, d'une certaine façon. C'est-à-dire que si j'étais Claire Williams, je pense que je vivrais pas bien la situation, parce que au moment où elle s'en va, alors c'est raccourci de dire elle s'en va et ça va mieux. Quand elle est partie, il y a aussi quand même eu des injections de capitaux et ça a fait du bien. Et c'est pas que juste son management, mais je pense que ça doit être très très dur à vivre. À la fois, elle doit être rassurée que son écurie familiale renaisse de ses cendres, parce que ça reste leur nom, ça reste le travail d'une vie. Mais je n'envie pas sa position, parce que ça commence à tourner quand tu n'es plus là. C'est pas très très agréable comme feedback. En effet. Pour le reste, je pense que Takuma a tout dit. Je suis assez d'accord avec lui et Charles aussi. Ça fait plaisir en fait. On aime aussi les belles histoires et Williams en plus c'est pas n'importe quelle écurie quoi. Et c'était triste de s'imaginer que peut-être elle n'allait plus, qu'à un moment donné, elle allait disparaître de la grille. Au final, elle se maintient avec son nom, en plus, parce que c'est important. Donc voilà, c'est des belles histoires et effectivement, et ça fait plaisir pour Carlos Sainz, que j'apprécie pas, je sais pas pourquoi, pour le coup, sa tête ne me revient pas. Ah oui. Ça a toujours été comme ça. Carlos Sainz, je vois sa tronche et je me dis c'est une tête à claque, alors que le pauvre il y est pour rien. C'est un peu un traître quand même, Carlos Sainz. Oui, il va là où le vent tourne, mais en général il choisit pas si mal, ou en tout cas il s'en va pas forcément au mauvais moment. Donc je pense que la fine connaissance de son clan
de la F1 est une girouette intéressante à suivre. Mais j'apprécie pas particulièrement Sainz, mais c'est un bon pilote, c'est indéniable. Et ça fait plaisir de voir que il va encore pouvoir démontrer des choses et qu'il les démontre et que ça s'arrête pas juste chez Ferrari, dont il se fait virer parce que bon, faut faire de la place pour Lewis Hamilton, ce qui pouvait s'entendre à l'époque. Hein. Mais voilà. Donc et puis Albon aussi, ça, c'est une belle revanche. Enfin voilà, ça fait plaisir de voir qu'on peut se faire virer par un top team et quand même très bien rebondir dans une autre écurie. En effet. Je vais te laisser le micro, Lance. Je te laisse voir si tu veux ajouter des trucs sur Williams, mais on va tout de suite te poser quand même la question. Est-ce que c'est le moment d'acheter des actions Alpine pour en vue du prochain rachat par on ne sait qui? Comment ça se passe, toi qui as des infos croustillantes? Bon, bah, il devrait vendre à des Américains. Je pense qu'il pourrait en tirer un bon prix. Alors, tu sais que pour lancer une théorie alors que j'ai aucune info, je suis assez surpris de voir qu'il n'y a pas une écurie 100% saoudienne ou dubaïote ou émirati, tu vois. Je suis bien d'accord avec toi. Je me posais la question aussi en me disant quand est-ce qu'ils vont se lancer. Donc, il y a quand même Aramco qui est. Oui, je veux dire, non mais titre, oui. C'est juste. Aramco est un gros sponsor, bien sûr, tu vois, mais je suis surpris pas qu'il n'y ait une écurie. pas, voilà, tu vois, qu'il n'y ait peut-être, pas une écurie vraiment à eux, tu vois. On en parlait avant l'émission. C'est peut-être Nicolas Sarkozy qui devait justement gérer ce partenariat avec le Qatar et c'est malheureusement actuellement c'est compliqué de closer le deal. Ils viennent déjà de donner 61 millions à un certain Kylian M. D'ailleurs, quand Suzanne parlait d'avoir le seum de quelqu'un qui, quand il s'en va, réussit, je pensais que tu parlais de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain. On est toujours obligé de remettre le truc, il remet le couvert à chaque fois. Là. Et bim, il titre la saison d'après. D'ailleurs, ça fait partie. Mais t'avais tenu 1h21 là, sans parler de ça. Là. C'est bon. Là. C'est bon, Lance. C'est pas moi qui ai lancé le truc. D'ailleurs, c'est quand il parlait, je disais que oui, pourquoi pas QSI rachète une écurie de Formule 1. On a bien racheté des chèvres en Belgique, alors pourquoi pas. Hein. Mais oui, parce que Eupen, c'est quand même pas un grand club belge non plus. Bah oui. Quand on est bête, on va jusqu'au bout. Mais non, mais ouais, et surtout, c'est que ce qui est pas mal avec Sainz, c'est qu'au final, il avait pas mal d'atermoiements. On l'envoyait tous chez Audi, mais finalement, enfin futur Audi, mais ça c'était pas fait. Donc finalement, limite, tu dis, il atterrit chez Williams par défaut. Après, ce qui peut manquer peut-être à Sainz, c'est de la régularité sur l'ensemble de la saison. Parce que c'est vrai que finalement, au nombre de points, il recolle avec ces deux podiums. Enfin. Mais oui, il y a quelques coups de génie comme ça. C'est ça. Donc au final, peut-être que pour performer sur, on sait jamais, hein, c'est un bon kit aéro avec le moteur Mercedes. Mais même on les avait vus. En fait, ils savent optimiser sur quelques courses. On voyait par exemple la Williams qui mettait aucun aéro, ils mettaient les ailerons les plus fins qui existent pour gagner en vitesse de pointe et ils étaient performants sur les circuits limite en ovale quoi. Mais ils savaient mettre les œufs dans le bon panier et performer au bon moment. Donc après, à voir ça pourrait être le facteur limitant de Williams, c'est l'absence de régularité de Sainz. Mais si lui, de son côté, il en gagne, donc ça sera tout bonus pour Williams. C'est que ça va aussi mettre un coup de pied aux miches d'Albon, où on le voyait bien installé dans l'écurie, et que finalement, de voir arriver Sainz, ça va peut-être aussi le motiver un petit peu. Donc et surtout, ça en avait fait mention, James Voigt, quoi. C'est vraiment ce qui est arrivé de mieux à Williams sur ces dernières saisons. Moi, j'aime beaucoup le bonhomme. Les quelques fois où Canal suivent un directeur d'écurie pendant tout un week-end, à chaque fois que c'est James Voigt, moi je bois toutes ses paroles. Il est hyper intéressant à écouter. Ouais. C'est vrai. Quand il y a Fred Vasseur aussi, même si Fred Vasseur, Ferrari oblige, il est
il en dit moins. James Ouais. Voigt, lui, il est hyper transparent. Il va vraiment te parler de la course, de la technique, etc. Donc tu vois que c'est vraiment un mec qui est animé par la passion aussi du truc et qu'il aime ce qu'il fait. C'est pas juste un manager. Donc ouais, c'est vrai que ça fait partie des écuries où si ça J'ai vu performe qu'il pilotait l'année aussi. Il me prochaine. semble que j'ai vu qu'il pilotait aussi. Ouais, mais c'est pas étonnant. C'est vraiment un mec qui aime qui aime la bagnole, qui aime la Formule 1, qui aime Je, la technique qui va autour. Donc je crois que c'est pas exactement ce terme-là, mais Toto Wolff avait dit c'est le meilleur d'entre nous. Enfin, Alors l'équivalent ça porte quand, pas, quand- ça c'est pas toujours bon signe quand Oui. quelqu'un dit ça, mais bon. Enfin, Non, non, mais là c'était pas pour l'envoyer en prison à sa place. À moins qu'on découvre qu'il y ait des financements occultes de Williams, mais il y a eu des trucs de malversation, mais c'était plutôt du côté d'Alpine. Je t'entends. On a déjà oublié, hein, on a déjà oublié ça, mais il y a eu ça. ah bah attends, tout est possible. Hein. Je te rappelle que notre ami Silvio est de retour chez Alpine, donc Ok. on ne sait pas ce qui se passe. Et en ce moment. Christian Horner aussi est pas loin apparemment. Hein. Ben, c'était le moment d'ouvrir la page Alpine quand même. Moi je dis encore Alpine, désolé, Lance. Mais je te demandais justement de nous dire un peu, bah en fait, qu'est-ce qu'il faut penser de cette écurie. On en a déjà parlé maintes fois pendant cette saison. On a fini par arrêter d'en parler parce que ça creusait. Il y avait plus de, je sais plus où on pouvait creuser encore, mais ils réussissaient à le faire. Saison très difficile, on peut dire dans les satisfactions, c'est que bon déjà Gasly au final il fait pas une saison complètement dégueulasse, il arrive à s'en sortir. Il a surtout gardé il a pas pété de plomb en interview, mais c'était pas foufou. Il a un peu lâché, mais en tout cas il arrivait à après voilà, il est intéressé aussi, mais et puis par contre pour tout le reste c'était très compliqué. Et Colapinto, je sais pas, enfin moi je sais plus quoi. Est-ce que des gens ont envie de dire quelque chose sur Alpine, ou est-ce qu'il faut arrêter d'en parler et puis leur dire d'arrêter tout simplement les moteurs? Enfin ils ont arrêté le moteur justement en plus. Ils ont qu'à se vendre à des Dubaïotes. Je ne vois plus que ça. non, mais après c'est le truc d'Alpine. J'étais un peu passé pour un méchant bizarrement en fin de saison dernière en disant que c'était limite mauvais d'avoir récupéré autant de points en fin de saison parce que eux ils ont pu s'enorgueillir de pas finir. Ils ont fini combien l'année dernière? Cinquième ou sixième, je sais plus. 6e, je Donc crois. voilà, c'est ça, sixième, parce qu'ils avaient performé en prenant des très gros points sur la fin de saison, et que finalement c'était l'arbre qui cachait la forêt. Et on était en train d'oublier la vingtaine de grands prix avant, qui étaient juste catastrophiques. Et c'était pas leur rendre service. Donc je pense qu'ils sont arrivés en début de saison. Bon, il n'y avait pas d'amélioration sur la voiture. Il y en a certains, ils ont arrêté de développer en milieu de saison. Eux, je me demande s'ils ont déjà commencé à développer la voiture dès le début. C'est une autre question. Et on avait avec Takuma, on était assez taquin sur le début de saison avec les As et avec Mal me connaître. la voiture verte. Oh, j'ai du mal. C'est Aston Martin. non, Kick. Kick, voilà. Kick Sauber. C'est vrai qu'on lui donnait tellement de noms de sponsors que tu vois, je connais même plus le truc initial. Mais et qu'au final, bah, quand on voit ce qu'ils ont fait avec en plus pour certains des rookies dans les baquets, avec un Hülkenberg qui est tellement performant, qui a réussi à aller récupérer son premier podium, lui qui était un peu le dernier des Mohicans avec le nombre de grands prix effectués sans podium. Donc même lui, il a pris avec une charrette et il a réussi à prendre un podium. Que de manière relativiste par rapport aux autres, Ok. ça rend la performance d'Alpine encore plus dégueulasse. Parce que c'est le terme, c'est que c'était totalement dégueulasse. C'est-à-dire, le pire, c'est que si tu voulais faire encore en dessous, et encore, ça aurait peut-être pu animer les courses, c'est d'enlever le rookie dans le baquet à côté de Pierrot et de mettre un Mazepin ou un Nicolas Latifi, quoi, pour qu'on ait un petit peu on n'est pas à l'abri de ça. Ah, on rigoler un aurait petit peu, quoi. rigolé, ouais. Voilà, au moins tu te dis sur le dernier Grand Prix, il se prend un mur. Bah, c'est un équivalent quand même. C'est un équivalent parce que il est là pour le pognon. Il est là pour le pognon, donc c'était ça. Peut-être champion du monde. Hein. Mais oui, oui, clairement. Mais sinon, c'est vrai que si pour finir le circus alpine,
mais voir arriver Christian Horner, parce qu'en ce moment, Briatore, normalement, il est conseillé, mais maintenant, il est conseillé de lui-même, pas apparemment. Il doit se parler à lui-même dans la glace. Ça doit aider pour être d'accord avec lui-même. Donc, imaginez Briatore qui est conseiller de Christian Horner. En se rasant le matin. Ouais, j'ai du mal. Alors ça s'appelle un camoulox, hein, pour les plus anciens. Mais sinon, c'est une autre idée de l'enfer, je pense, pour les gens qui vont être sous leur management. Donc, Ok. bon courage, même si c'est des Anglais à Elstone. Hein, on en avait parlé, hein, quand on voit que les mecs n'affichaient même plus Alpine, mais Team Estone, ça te donne juste la mentalité qui est actuellement dans l'écurie. Donc, bon courage à ceux qui restent. Et l'avantage, c'est qu'ils pourront peut-être faire pire la saison prochaine en étant 11e. Donc, Et tu vois, bon tu trouves courage. toujours du positif, Lens. Suzanne, est-ce qu'il y a un avenir chez Alpine? C'est vrai qu'on a l'impression que rien n'a changé entre les catastrophes qui succédaient au fur et à mesure de l'année. Ils ont confirmé Colapinto alors qu'il a rien montré. Donc au final, quelqu'un d'autre, ça aurait été aussi bien, sauf que quelqu'un d'autre n'avait probablement pas autant de sponsors et d'argent. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le projet en fait? C'est quoi le projet Alpine? Je pense que même eux ne le savent plus. Et c'est peut-être pour ça que ça dysfonctionne à ce point. C'est-à-dire que me donne l'impression que c'est une succession de décisions réactionnelles à une situation, mais avec des visions court-termistes. Donc, bon, et choisir de quitter Viry, ça pose une question quasiment patriotique à l'heure de la souveraineté industrielle et de la souveraineté de la F1. Mais pourquoi pas? Peut-être que derrière, il y avait un vrai projet, mais même ça, en fait, c'est pas tellement clair. Le choix même au départ d'avoir rebaptisé l'écurie pose un peu question. Enfin, c'est-à-dire que depuis Abitbull, il y a eu quand même une succession de décideurs, y compris dans Alpine, les voitures en retail que monsieur, madame, tout le monde avec beaucoup d'argent peuvent acheter. Ils arrêtent pas de changer de DAF, de trucs. Enfin, on sent qu'il y a beaucoup d'instabilité. Je pense que le projet n'est pas tellement clair pour eux. Et c'est sans doute pour ça que ça dysfonctionne. Mais là, ils ont à peu près touché le fond. Je pense que c'est globalement, ça fait consensus. Mais j'arrive pas à imaginer comment ils peuvent se relever. En tout cas, c'est très bête, hein. Peut-être que j'attache quelque chose de très superficiel dans ce que je vais dire, mais enfin, il faut qu'ils ressortent avec une autre direction, peut-être même qu'ils quittent ce nom Alpine maudit, en fait, qui n'aura pas marqué les esprits qui n'aura marqué les esprits que de sa nullité. Et qui revoit tout de fond en comble. Donc de toute façon, ils vont pas pouvoir revenir à flot avant au moins 3, 4, 5 ans. Et ça, c'est s'ils sont pas complètement trompés de choix sur la prochaine réglementation. Donc je vois pas d'avenir en fait. Enfin, ils vont finir par se revendre parce qu'à mon avis, ça a fini par faire tâche à l'échelle du groupe Renault. Et puis, ça va mourir de sa belle mort. Voilà, on aura... Ils sont capables de s'appeler Renault 5, là, hein, sur un coup de marketing. Tout est possible. Ils ont sorti les Alpines. Hop, ils s'appellent Alpine. Là, c'est la Renault électrique. Ils vont peut-être tout miser sur la Formule I et arrêter la F1 thermique. Bah, on peut quand même penser que vu comment ça se passe, qu'ils remettent le nom Renault sur l'écurie, ça c'est un sacré truc. Takuma, c'est quoi ta vision pour Alpine? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on est plein d'ambition? Ils pourront pas faire pire pour 2026? Ouais, tu sais, on a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base. C'est dans les erreurs qu'on apprend. Et ils ont beaucoup, et on apprend beaucoup aux côtés d'Alpine. C'est ça Oh que là là, bien. je pense Il qu'ils ont le beaucoup fait appris. tellement bien, l'intonation, tout est parfait. C'est cadeau. Non, j'avoue que j'ai pas spécialement de passion pour Alpine. Je sais pas où est-ce qu'ils vont, je sais pas ce qu'ils veulent faire.
Je suis très déçu de voir que t'as Briator, qu'il va y avoir Christian Horner. Enfin, je veux dire, c'est quoi la suite? Bernie Ecclestone, le cadavre de Max Mosley, qu'est-ce qu'ils vont nous faire en fait? Toutes les crapules qui vont revenir et qui vont faire une écurie. Et, après, ça va être quoi? Un Grand Prix à Nice avec Christian Estrosi à la tête d'Alpine? Non, mais ça va. Calmons-nous. Franchement, non, Estrosi, c'est pas le pire de tout ce que tu as cité quand même. Hein. C'est pas, je veux dire, Ouais, c'est presque, tu vois, on se rassure, on se en dit ça tout pourrait cas- presque être un peu qualitatif. Je veux dire, c'est un ancien sportif de sport mécanique. Motard, c'est un motard. lui. Et quoi Ouais, qu'on ça, en le- dise, bon, ça fait quand même quelques années qu'il est à la tête de la ville. Alors, on est pour ou contre son bilan, mais en tout cas, il s'est maintenu. Donc, il sait à peu près comment ça tourne normalement une grosse collectivité. Ouais. Moi, Mais- je dirais que il a plus- Nichel, mais- il a plus de durée de vie. à Nice, ça serait élu, mais après. Ouais, il a Mais plus il de a durée de tout- vie qu'un team principal d'Alpine sur les dernières années. C'est Ouais, ça, le- et puis méfie-toi, Lens, parce qu'en fait, oui, dès lors que tu es de droite à Nice, tu es élu. D'ailleurs, il y a pas de gauche, mais ils sont beaucoup de plein de droites différentes maintenant. Donc, c'est des élections à suspense. Voir de la droite glissante vers le côté. Non, alors Estrosi, c'est le gauchiste de Nice, donc c'est dire. C'est dire. Je sais Mais, pas. Ouais, ouais. mais par contre, le Grand Prix à Nice, C'est ce que j'allais dire. Ouais. Vas-y, en vrai vas-y. de vrai, le Grand Prix à Nice sur le tracé qu'Estrosi a proposé, alors c'est chez moi, hein, donc je suis pas complètement, et c'est très con parce que c'est juste à côté de Monaco, mais le tracé est pas inintéressant parce que tu as un mélange de tracé en ville, voilà, qui en plus est pas si compliqué que ça à mettre en œuvre parce que c'est droit, t'as pas besoin de défaire des pavés, ou enfin voilà, en termes d'aménagement, ça s'y prête plutôt bien. Quand C'est-à-dire tu qu'il avait remontes à- pas, il avait sur pas la plaine- piétonnisé le centre-ville, c'est ça qu'on est en train Non, de dire. c'était la promenade des Anglais. Ok. Mais il y a toujours de la place pour les voitures et on sait faire les gradins à cause du carnaval. Ah, voilà. Expérience Et qui par peut contre, la servir. remontée sur la plaine du Var, en fait, ce que les gens oublient, c'est que les Alpes-Maritimes sont bien alpines. C'est-à-dire que la montagne arrive à flanc de mer. Donc, très vite, en remontant de la prom, tu as du petit chemin qui monte, qui tourne, qui serpente. Franchement, ça peut être... le tracé était pas mal. Donc, et puis, j'aurais peut-être moyen, là c'est bon, de trouver une terrasse bien placée pour assister au Grand Prix, alors qu'à Monaco, je n'y arrive pas parce que c'est pas le même pays et c'est pas le même budget. Donc bon, n'excluons Ok. pas mon Grand Prix à Nice. Donc on critique pas trop Christian. Christian, si tu nous écoutes, franchement, bravo pour tout ce que. Non, quand même pas. Excusez-moi, oh là là. Je sais pas s'il y avait un Grand Prix qui revenait en France. Il y avait eu ce projet de le faire du côté de chez Mickey, hein, du côté de Marne-la-Vallée, ou alors C'est de pas le mal, faire ça. dans les rues de Paris. Ça, j'y crois pas C'est une encore la gauche avec les écolos. Je suis pas forcément sûr que faire rouler des Formule 1 dans le centre de Paris, Non, puis c'est ça est l'enfer en vraiment- termes de c'est vraiment d'accord. sécurisation et tout. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Déjà, je me souviens, moi, pour avoir travaillé au pied de la piste pour la Formule I à Paris, c'est très compliqué d'installer le circuit. Tu paralyses tout autour pendant 2 semaines. Bon, tu me diras, on l'a fait pour les JO, mais c'était pas tous les ans. Takuma, après, t'as bah, pas. Pardon. Après, je comprends pas forcément pourquoi finalement le circuit des 24 heures, enfin le circuit du Mans, ça soit jamais proposé sur un tracé un peu plus court peut-être, pas forcément celui avec Juste. la ligne droite des Minaudières, mais déjà rien que le nom du Mans, ça fait partie des Ouais. 3 courses normalement Plus connu dans le monde entier. hein. de la Grande Couronne, quoi, où tu as le Grand Prix de Monaco, les 24 heures du Mans et les 500 miles d'Indianapolis. Donc Ouais. ça fait partie de ces circuits un peu mythiques. Et, on a bien compris que Nevers-Manicourt, ils y remettraient jamais les pieds. Non, mais ils ont annoncé le retour du Grand Prix du Portugal. Hein. C'est ça, ouais, c'est cette semaine. 27-28. 2 Ouais. ans avant. Et donc, si tu peux aller au Portugal sur un circuit qui est bien, mais pas top, autant aller en Afrique du Sud, où moi je préfère le circuit là-bas, mais ou en Malaisie, de j'ai vu Sepang, qui est que- vachement bien. J'ai vu que Séoul essayait de revenir aussi, arquant de sa désormais plus forte capacité
d'attrait et de soft power. Parce que bon, c'est vrai qu'ils ont investi des milliards pour une fois. Donc Ouais, mais si jamais si jamais la FIA pouvait prendre en compte le circuit qu'il y a en Malaisie et virer un des 47 circuits urbains, ce serait sympa. Parce que Sepang, moi, Séoul était très bien, je suis d'accord. Mais Sepang, s'il vous plaît, ramenez-moi Sepang et un vrai circuit de grâce. Faites-moi un circuit asiatique avec Grand Prix de Chine, Grand Prix du Japon, Grand Prix du Corée du Sud, Grand Prix de Malaisie et Singapour. T'as 5 Grands Prix là. Franchement, c'est voilà. Plutôt que de faire circuit de Madrid, circuit de Las Vegas. Ouais, puis même commercialement parlant pour la FIA, je pense que c'est pas con, hein, parce que c'est des aires géographiques attractives. Si tu fais un petit circuit asiatique, je pense que ça marche bien. Hein. Oui, complètement. Écoute, comme ils nous écoutent, on va certainement voir apparaître ça d'ici quelques mois. Vous savez très bien que si ça se fait, c'est des grands prix européens qui seront enlevés. Donc bon. Ouais, mais bon, après, on en a des pas terribles aussi dans les grands prix européens. Alors certes, c'est toujours une occasion de moins d'y aller à tarif quasiment accessible si t'es prêt à dormir dans ta voiture, mais je dis bien quasiment. Hein. Mais après, ce qui compte, c'est aussi la qualité des circuits. Et c'est vrai qu'on commence à avoir beaucoup de circuits qui se ressemblent. Bah, c'est le même mec qui les dessine, tous les nouveaux, donc forcément, ils se ressemblent. Hein. Mais mon fils fait des très beaux dessins de circuits. Hein. Peut-être qu'il peut proposer quelque chose. Non, mais c'est vrai que je suis d'accord. C'est si t'enlèves le Red Bull Ring, Zandvoort ou l'Hungaroring, je suis pas contre. Hein. Par contre, Zandvoort s'arrête. Bah c'est peut-être à la place. En 2027, c'est Zandvoort qui se fait remplacer par Portimao. Ok. Ouais. Donc ouais, tu vois, à la limite, moi les circuits de Catalogne, oui, je garde. Spa, bien sûr, je garde. Oh non, pas la Catalogne, s'il te plaît. Ouais, il est horrible. Ah, moi j'aime bien. S'il est dans Gran Turismo, donc je peux le faire. Mais sinon. Mais moi, en général, je dors très bien devant le Grand Prix de Catalogne. Il fait chaud. Avec un bon positionnement dans l'année ou juste qu'il est chiant, mais je l'ai pas souvent vu jusqu'au bout ou pas en entier. En tout cas, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de circuits dans le monde, mais c'est un choix et on sait que le choix revient à celui qui est capable d'offrir une belle somme à la FIA. Et de l'entertainment pour le public. Parce qu'en fait, c'est ça, au départ, Manicourt, c'est parce qu'il n'y avait pas assez. Bah, c'est sûr que la Nièvre, alors, j'ai une partie de ma famille là-bas. Donc, on nous a volé Manicourt. Mais bon, c'est pas très fun. Cône, entre Nevers et Cône, il n'y a pas grand-chose et c'est encore pire dans le reste du département. Mais on n'était pas si loin que ça de Paris. Avec des trains, des bus, ça se faisait quand même. Mais là, j'ai vraiment l'impression que la FIA, elle est dans une et Liberty Media, ils sont dans une optique d'avoir vraiment des lieux où ils peuvent proposer des full experiences avec des tours derrière où tu te déplaces pour la F1, mais pas que, et tu vas pouvoir vivre une full immersive experience, etc., etc. Quoi, c'est devenu une agence de voyage géante finalement. Après là, ça devient très très concurrentiel et ces histoires de Grand Prix. En plus, il y en a déjà beaucoup. Enfin, par rapport aux saisons anciennes, maintenant on était une saison avec 22 Grands Prix. Et puis là, on en voit apparaître par-ci par-là des alternances, des confirmations. Et puis effectivement, un centre de gravité qui s'est décalé vers les États-Unis. On est même à 24 hein, Grands Prix même. Ouais. Enfin, j'ai dit 22. Donc c'est parce qu'il y en a 2 qui étaient pas terribles. Charles, on t'a pas entendu sur Alpine, mais sinon, je pense qu'on va faire un petit dernier tour de table pour cette saison. Qu'est-ce qu'on retient? Quel est peut-être le moment qu'on retient de la saison ou dont on se rappellera pour chacun? Donc Charles, si t'as envie d'ajouter quelque chose sur Alpine, mais sinon, ouais, tu peux nous dire un peu je pense ce que tu retiens de 2025. Alors, ce que je retiens de 2025, au final, c'est quand même une saison globalement plutôt bonne. Avec un peu de suspense à la fin, ce qui était devenu, on peut pas dire rare, mais c'est vrai que les 4 dernières saisons ont été relativement, enfin 2022, 2023, 2024 avaient été relativement un peu redondantes, on va dire. Donc ça a permis de redonner un peu ce goût à chaque Grand Prix, de se dire qui allait gagner et comment le classement général allait évoluer. Donc la saison, en vrai, même s'il y a 24 Grands Prix, c'est toujours un peu dur des fois d'être toujours dispo le dimanche, en tout cas de toujours suivre.
J'ai plutôt bien aimé cette saison. En tout cas, à suivre les devants et même bon, ce qui se passait un peu derrière, mais en tout cas, j'ai bien aimé cette saison. Ok. Lance, qu'est-ce que tu retiens de cette saison? Un moment, une écurie, un pilote, un dépassement. Bah c'est vrai que bizarrement, oui, il y a eu cet attrait pour jusqu'au dernier Grand Prix où finalement l'un des moments, c'était la double disqualification de McLaren qui offre finalement un suspense de fin de saison. Avec un Max qui peut encore gagner, ou ça a permis aux gens de déterrer dans les archives. Et oui, en telle année, celui qui était troisième a réussi à l'emporter sur des faits de course, etc. Bon là, à l'arrivée, la montagne a accouché d'une souris et finalement, on a eu un Grand Prix un peu chiant-lit. Ce qu'on garde, c'est que finalement, peut-être que même cette réglementation entière a été peut-être pas folichonne non plus, avec des voitures énormes qui ont du mal à se dépasser. T'avais de l'effet de sol avec de l'aéro qui devait améliorer les choses, mais au final, pour question de sécurité avec le marsouinage, t'as dû remonter les voitures, donc finalement cet effet de sol avait moins d'effet. Donc ouais, c'était peut-être ça aurait été un peu mieux. Et finalement, ce qui est pas mal sur cette saison, c'est que ça te donne encore plus envie de regarder la saison prochaine. Ok. Takuma, c'est quoi 2025 qu'est-ce que tu gardes de 2025? Je garde les podiums surprises qu'on a eu. Je garde le podium d'Isaac Hadjar parce que je pense que personne n'aurait misé dessus en début de saison et on était tous très heureux pour lui. Je garde les podiums de Carlos Sainz qui n'étaient pas prévus non plus et qui montrent la progression de Williams. Et évidemment, le podium de Nico Hülkenberg, qui plus est dans une des mecs du sport automobile qui est Silverstone. Je veux dire, en plus, ça ajoute encore plus de prestige à ce podium pour lui qui courait après. Il l'a eu peut-être dans l'écurie avec le moins de chance, sur lequel on misait vraiment 0 € sur un podium. Ouais, il y en avait une autre, mais on n'en parle pas. On n'a pas le droit de dire le nom. Donc franchement, Nico Hülkenberg, son podium, je suis très heureux pour lui. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui était en mode « Oh non, pas Hülkenberg sur le podium ». Je pense que vraiment tout le monde dans le paddock, les fans de Formule 1, tout le monde était content pour lui. Parce qu'il le mérite quand même. C'est un bon pilote qui parfois a laissé passer sa chance, qui parfois n'a pas eu de chance lui-même, mais là, tout s'est aligné, il l'a eu, et franchement, bravo, même si, entre guillemets, il prive Hamilton d'un podium à Silverstone, puisque Hamilton finit 4e et lui 3e. Mais on était tous contents de voir que c'était Hülkenberg qui privait Hamilton du podium. C'était le seul pilote qui avait le droit de le faire. Après, donc, il avait, voilà. ouais. D'autant qu'Hamilton, il avait quand même eu la victoire l'année précédente, qui venait de nulle part d'ailleurs, et qu'il avait obtenu. C'était quelque chose de beau, mais il peut pas non plus gagner au loto chaque année. À Silverstone, en tout cas. Eh ben, Suzanne, attends, je vais peut-être, ouais. Vas-y, Suzanne, dis-nous ce que tu retiens, toi, de 2025. Eh ben, une saison qui s'annonçait quand même pas folichonne. Je pense que effectivement, personne ne regrettera cette réglementation qui ne restera, j'imagine, pas dans les annales en tant que telle. Et pour autant, contre toute attente, une saison. Moi, j'ai eu un gros moment de passage à vide là, en me disant, je prends même pas spécialement de plaisir dans les grands prix. Mais finalement, une fin de saison palpitante, et pas que pour cette histoire de qui aura le titre, parce qu'il s'est joué plein de choses, même au niveau du midfield. Et donc, c'était cool. Et effectivement, ça amène à 2026 avec beaucoup d'impatience. Je pense que la petite pause thérapeutique s'impose. Ça va faire du bien de couper un petit peu, de faire autre chose les dimanches. Parce qu'effectivement, de plus en plus de Grands Prix, donc de plus en plus faut s'investir aussi, pour être fan de F1. Ça et puis prend du temps. pour avoir la carte chez Barbecue F1 aussi.
En plus. C'est franchement. Tu pourras Ça, c'est un vrai regarder, travail. tu pourras regarder du foot, Suzanne. Je te donnerai des combines. Si tu veux dormir, j'ai des bons spots. Alors après Parfait. moi je vais juste je vais dire aussi moi mon truc 2025 moi c'est les qualifs de Verstappen sur la dernière partie de saison c'était vraiment des moments incroyables. Enfin moi peut-être plus que les courses puisque justement cette réglementation, ces trains DRS et puis le fait que en gros les voitures pouvaient pas suivre ou c'était compliqué etc. Moi c'était vraiment en fait c'était le samedi que j'ai trouvé vraiment assez fascinant surtout sur la deuxième partie. C'est vrai que en fait, ce ne pouvait pas se suivre. C'est que tu faisais 3 tours en attaque derrière une voiture, tu Et tuais puis, tes pneus Oui. et en fait derrière C'est tu fini. galérais quoi. Donc ça incitait pas les mecs à attaquer non plus. On l'a vu au dernier Grand Prix où Charles a essayé. Il a essayé 2 tours, il se rapprochait et finalement ses pneus Ouais ont donc pris un coup et derrière il pouvait plus rien faire. Hein. donc Je après sais pas si la nouvelle réglementation changera ça. Ben, Si l'aéro il y a beaucoup de changera choses. Il y a drastiquement. beaucoup de choses. On n'a pas. Je pense qu'on va se garder quand même la description ou ce qui peut se passer sur 2026 sur les premières émissions, parce qu'il y a quand même la fin du DRS et de nouveaux dispositifs qui sont mis en place. Je pense que ça va quand même évidemment forcément rebattre les cartes. Et puis on verra aussi. On va pas comprendre tout de suite, tout vite. Et d'ailleurs les écuries vont avoir un peu un temps d'adaptation, à mon avis. En tout cas, c'était un plaisir de partager cette saison 2025 avec vous au fur et à mesure des émissions. Et puis en plus, il y a eu des arrivées, il y a eu du mercato côté barbecue F1 avec des rookies qui ont été très performants aussi, des gens qui sont là, des piliers de l'émission qui sont toujours là. Ça fait plaisir, c'est toujours un bon moment même quand le Grand Prix est pas cool. Moi, en tout cas, quand je le regarde, je me dis toujours que on va faire l'émission, ça sera sympa de partager ça tous ensemble. Merci. Et puis, on se retrouve en 2026. Salut à tous. Ciao, ciao. Ciao. Bonne trêve. Accélère, accélère.